Quand je me suis intéressé au biomimétisme, donc il y a maintenant 8 ans, en fait, on entendait souvent parler des mêmes success stories, si tu veux, du Shinkansen, donc le TGV japonais qui est inspiré du Martin Pêcheur, on entendait le GPS inspiré des fourmis, en tout cas les systèmes, les algorithmes de navigation inspirés des fourmis. Il y a souvent un peu ces mêmes exemples qui reviennent. Et ce que je me suis dit à l'époque, en fait, comment ça se fait qu'on n'en entende pas davantage parler? Comment ça se fait qu'aujourd'hui le biomimétisme n'est pas si tu veux, une stratégie de recherche et développement assumée et massive dans les entreprises? C'était une vraie question que je me posais à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? En fait, c'est cette approche d'innovation, cette approche de recherche et développement qui consiste à s'inspirer de l'intelligence, de la sophistication de la nature pour innover. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromia Matériaux, votre podcast de l'exploration humaine, des matériaux et de la science. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, cher auditeur, aujourd'hui, j'ai un top guest. Le guest. Le guest du guest. Il est beau, il est fort, il est grand, il est tout ce que vous souhaitez. Un expert du biomimétisme. Sidney, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Alexandre, écoute, ça va très bien. Merci pour tous ces compliments. Tu sais mettre à l'aise et très partant pour ce podcast. Très content aussi d'être invité Ouais. sur un podcast scientifique, ça fait du bien. J'ai fait beaucoup de podcasts, on va dire, entrepreneuriaux ou des podcasts grand public. Donc là, c'est bien, on va pouvoir aussi aborder un petit peu plus de technicité. Donc ça me fait très plaisir. Merci pour l'invitation. Bah, c'est bon plaisir. Effectivement, ici, on dit des gros mots. On dit des gros mots scientifiques. On n'a pas peur, on balance, on y va, on informe. Et Ouais. on partage. Il n'y a aucun souci. Écoute, merci beaucoup, Sydney, en fait, d'être là avec moi, présente pour cet instant et ce partage, ce moment de partage. À peu près, on en a pour 1 heure 20 à échanger Ouais. ensemble. Je suis extrêmement content. Et sans transition, hein, on va pas faire attendre nos auditeurs favoris. Ouais. Sans transition, Sydney, qui es-tu? D'où tu viens? Euh, ouais, écoutez, alors je m'appelle Sydney, je suis français, franco-allemand, et surtout, et c'est pour ça que tu m'as invité, je fais partie des spécialistes européens d'un domaine fabuleux dont on va parler qui s'appelle le biomimétisme. Et en plus, évidemment, j'ai fondé mon entreprise Bioxégie, que je dirige aujourd'hui, ça fait bientôt 8 ans, qui est spécialiste de ce domaine. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Et finalement, ton parcours perso, d'où t'es parti? En fait, d'où t'es parti? Quand t'as Ouais, commencé si tu veux, je te fais. baccalauréat, vas-y, baccalauréat, bam, t'as fait ainsi de suite, ainsi de suite. Vas-y, enchaîne. Ouais, je te fais un peu le storytelling. Ouais. En fait, j'ai fait baccalauréat en France. Avant, j'ai vécu une partie de ma vie à l'international. Dans le baccalauréat, enfin, pour préparer le baccalauréat, je me suis posé des questions, pas mal de questions en fait sur mon avenir. J'ai un profil, je suis très passionné de technologie, d'innovation, de science. Mais si tu veux, j'ai jamais été très très bon dans les matières scientifiques fondamentales. J'étais bon élève en maths, mais pas non plus un excellent élève. Idem en physique, chimie, SVT, etc. Et donc en fait, j'avais un peu ce dilemme que certains des auditeurs ou que certains de nous on a tous vécu à un moment donné ou à un autre, c'est comment j'oriente mon fameux projet d'études et mon projet professionnel. Et en fait, en gros, je savais bien que j'étais destiné pour travailler dans un monde scientifique et technologique, mais que je n'en avais pas forcément toutes les compétences académiques, ou plutôt, je dirais même que j'avais d'autres domaines dans lesquels j'excellais, qui étaient plus celles du marketing, de la communication, du management de manière générale et du développement commercial. Et donc, en fait, je me suis assez rapidement posé cette question de faire quelle prépa. Est-ce que je vais dans une prépa classique, physique, chimie ou maths, ou est-ce que je fais une prépa aux grandes écoles de commerce, les grandes écoles type HEC, ESSEC, EM Lyon, etc. Et donc, en fait, c'est cette deuxième option que j'ai choisie, et tant mieux, parce que c'est effectivement celle qui me correspondait le mieux. Donc, après, j'ai fait 2 années de prépa aux grandes écoles de commerce, ce que je préfère d'ailleurs appeler des écoles de management. Et j'ai intégré l'EM Lyon, qui est une très très bonne école de management, très axée entrepreneuriat d'ailleurs.
Et en fait, j'ai fait 5 ans là-bas. Super expérience, très belle, très beaux apprentissages. Effectivement, ça me collait comme un gant. Et en plus de me coller comme un gant, bah, le truc, c'est que derrière ça, j'ai vraiment appris des très belles choses qui pourraient être utiles dans le domaine scientifique et technologique. Et donc après, j'ai fait plusieurs stages, principalement dans le domaine automobile allemand. Pourquoi l'automobile? Bah parce que c'est technologique, c'est scientifique. C'était il y a 10 ans, hein, quand même. C'était aussi définir le futur de ce que pourrait être la mobilité dans des zones urbaines ou en dehors des zones urbaines. Tu vois, c'est très varié. Finalement, l'automobile, c'est plus vraiment un moteur, des roues et tout ce qui va autour. Maintenant, on parle d'électrification, d'hybridation. Il y a des questions qui sont liées à la souveraineté ou la disponibilité ou les coûts énergétiques. Quand on parle automobile, on parle aussi de la disponibilité des matériaux, des métaux rares aussi. On parle aussi d'intelligence artificielle, de langage avec l'infrastructure, de langage entre véhicules. On parle de pilotage autonome, on parle de capteurs. On parle aussi forcément comment dire, d'équilibre économique. Hein, là, on le voit avec les droits de douane en ce moment. Donc tout ça faisait que l'automobile, moi, me paraissait vraiment pertinent et passionnant. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler dans le management des avant-projets chez Audi. Donc, c'était mon tout premier stage. Je suis super bien atterri. C'était en fait le management de ces programmes de génération de prototypes avant la mise en marché finale du véhicule. Donc, on parle vraiment de cette période qui dure plusieurs années, ces cycles en fait d'innovation entre les premiers designers qui vont te faire un peu le concept car. Et ensuite la version finale qui va être produite sur les lignes d'assemblage. Donc, c'est un orchestrage très complexe entre l'engineering, donc la R&D, la recherche et développement, le marketing stratégique, marketing opérationnel, les achats, les financiers de l'entreprise, la future production. Donc, il faut aussi comprendre comment tu produis les véhicules, ses composants, les fournisseurs que tu mets aussi dans la boucle, etc. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de personnes. C'est du management de projets ultra techniques, mais j'avais vraiment trouvé ce qui me plaisait. Puis, j'ai continué. Je suis allé chez Bosch, aussi dans la branche automobile de Bosch. Je suis aussi passé par chez Porsche en Allemagne, donc vraiment super sympa. À chaque fois dans des fonctions assez névralgiques de ces entreprises-là. Et pour finir un peu le storytelling, en finissant chez Porsche, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, finalement, je réponds aux besoins qui étaient le mien de travailler effectivement dans un domaine technique, où il y a beaucoup d'ingénieurs, où il y a de la science, de la technologie, où on définit le futur d'industrie entière, donc c'est vraiment pas mal. Je me suis amusé, mais au fond de moi, je ressentais que j'étais aussi fait pour l'entrepreneuriat. C'est un sentiment un peu diffus, c'est particulier à dire, tu vois. Je te le dis comme ça maintenant parce qu'il y a eu des années qui se sont écoulées, mais à l'époque, je ne le voyais pas comme j'allais devenir entrepreneur. C'était plus un sentiment qui était celui de l'ordre de se dire j'ai besoin de prendre des initiatives, j'ai besoin d'être libre. Et en fait, dans ces grands groupes automobiles allemands, j'avais l'impression vraiment d'être une sorte de goutte d'eau dans un océan. Si tu veux, ça fonctionne déjà très bien, ça s'auto-entretient, les engrenages sont déjà bien huilés. Et ça peut prendre des années avant que tu aies un vrai impact, en fait. Et donc là, je me suis dit, bon, il faudrait que j'aille trouver un domaine d'innovation radicalement nouveau, complètement inexploré. Ça, par contre, je m'en souviens bien, j'avais ce sentiment de vouloir être une sorte de Christophe Colomb, tu sais, qui arrive un peu sur un continent d'innovation, qui défriche en fait un peu tout ça. Et donc, en gros, je me suis beaucoup posé cette question-là. Tu vois, l'intelligence artificielle, ça existait déjà. C'était évidemment pas autant en vogue qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà des prémices, il y avait déjà des entrepreneurs. La digitalisation, n'en parlant pas, tu avais beaucoup d'entrepreneuriat qui se faisait là-dessus. Donc, c'était une question pour moi d'arriver dans quelque chose de radicalement neuf. L'informatique quantique, c'était complexe, c'était encore de la recherche fondamentale. Enfin, tu vois, les nouveaux domaines d'innovation, il n'y en avait pas tant que ça. Et un petit peu par hasard, je tombe sur cet univers incroyable du biomimétisme. Et en fait, je me prends de passion pour ce domaine-là. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? En fait, c'est cette approche d'innovation, cette approche de recherche et développement qui consiste à s'inspirer de l'intelligence, de la sophistication de la nature pour innover. Et quand on parle de sophistication de la nature, en fait, c'est l'ensemble des matériaux, on va en parler, phénomènes, fonctions physico-chimiques, procédés naturels, parfois même aussi des comportements qui régissent les organismes vivants,
qui sont par nature extrêmement sophistiqués, extrêmement éprouvés par les millénaires d'évolution, en fait, et qui permettent d'être une bonne source d'inspiration pour guider le développement, la conception de nouvelles technologies ou l'amélioration technologique. Donc, en gros, l'idée, elle est simple. La nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle innove. Donc, on peut s'en inspirer pour faire le futur de nos technologies, quoi. C'est comme ça que ça se passe et c'est un domaine passionnant. Je suis passionné par ça. Je suis tombé amoureux de ce domaine-là. J'ai trouvé vraiment une vocation en fait assez rapide. Allez, peut-être pas du jour au lendemain, ça s'est fait en quelques semaines. Et puis après, j'ai fondé du coup Bioxégie, ma startup dans ce domaine. Bah, c'est incroyable. Écoute, tu m'as posé. En fait, j'allais dire tu m'as posé. En fait, tu m'as posé plein de questions parce que j'ai pas pu te poser les questions parce que tu as répondu toi-même aux questions. Non, franchement, Ouais, bah, écoute. tu m'as dit, vas-y, parle de Non, ton bah, parcours. franchement, Donc je me suis lâché. tu as eu raison. Tu as eu raison, c'était génial. Non, franchement, incroyable. Je voulais te poser la question, pourquoi la science? Bah, tu m'as sorti direct, bam, bam, je suis un Ouais. passionné de biomimétisme, bioinspiration. Effectivement, la nature, elle innove depuis des milliers et des milliers d'années. Effectivement, il faut s'en inspirer. Notamment, moi, j'ai noté, là, quand tu m'as parlé d'intelligence collective entre les véhicules pour pouvoir, en fait, qu'ils se gèrent de manière autonome. Moi, j'ai pensé fourmis. Ouais, totalement. Bah, Mais on va en parler, je sais, je t'ai mis le mot à la bouche là. Je t'ai mis à la bouche pour que tu enchaînes là-dessus. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Une anecdote. Du coup, tu as une anecdote à nous raconter, là, une petite anecdote là, qui s'est passée là récemment ou dans un projet waouh. où vraiment tu t'es inspiré à fond du biomimétisme, de la bioinspiration. Tu dis, les gars, et là, il faut aller faire ça. Parce que là, on Alors, est chaud là. les projets, si tu veux, on en a plein et on pourra rentrer dans certains détails. Et je veux pas non plus, si tu veux, rentrer dans certains détails confidentiels. Bien sûr, bien Mais sûr. je trouve qu'il y en a un, il y a une belle histoire, tu vois, qui nous est arrivée récemment. Et c'est une fierté pour l'entreprise. C'est un projet qu'on a travaillé dans la construction. Quand je me suis intéressé au biomimétisme, donc il y a maintenant 8 ans, en fait, on entendait souvent parler des mêmes success stories. On entendait souvent parler, si tu veux, du Shinkansen, donc le TGV japonais qui est inspiré du Martin Pêcheur. On entendait, le GPS inspiré des fourmis. Tu sais, en tout cas les systèmes, les algorithmes de la navigation inspirés des fourmis. Il y a souvent un peu ces mêmes exemples qui reviennent. Et ce que je me suis dit à l'époque, c'est que je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait qu'on n'en entende pas davantage parler? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le biomimétisme n'est pas, si tu veux, une stratégie de recherche et de développement assumée et massive dans les entreprises? C'était une vraie question que je me posais à ce moment-là. Et en fait, il y avait un exemple dont on entendait souvent parler. Si tu veux, il y avait cet écosystème du biomimétisme. Tu sais, il y a beaucoup de conférenciers, il y a des sensibilisateurs en biomimétisme. Il y a tout un écosystème Mhm. pour qui a le mérite en fait de sensibiliser, mais bon, qui se complaisait aussi dans cette sensibilisation, tu vois, où ça avançait pas trop. Et il reprenait toujours le même exemple. C'était une sorte de centre commercial. Il me semble que c'était en Tanzanie, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais c'était en Tanzanie. Un centre commercial au système de ventilation inspiré des termitières. Donc il y a une théorie parmi les architectes qui consiste à dire qu'en gros, les termitaires, donc la maison des termites, hein, ces grands monticules que fabriquent les termites pour y vivre dedans, sont régulés thermiquement pour arriver à cultiver les champignons dont elles se nourrissent. Donc concrètement, elles se nourrissent de certains champignons. Il y a besoin d'une température tout à fait particulière pour les garder en vie. Et donc, il y a une thermorégulation passive de ces édifices qui fonctionnent sur des sortes de cheminées, donc des colonnes à l'intérieur des fourmilières qui permettent donc d'avoir des gradients de température et donc de ventiler l'ensemble passivement. Et donc, il y avait cette théorie des architectes qui consistait à essayer de reproduire en fait ces systèmes de ventilation passive dans des édifices, donc des immeubles, des centres commerciaux, des bâtiments, etc., pour éviter ou pour réduire la consommation en climatiseur. Mhm. Et donc, il y avait effectivement un projet en Tanzanie, le East Gate Center, il me semble, c'est une sorte de grand centre commercial qui avait réussi à déployer ça dans les années 90 et ça avait été effectivement une réussite célébrée et on l'entendait dans tous les bouquins, dans Ouais. toutes les conférences TEDx sur le biomimétisme, etc. Et moi, à ce moment-là, j'en pouvais plus des termites. Je voulais vraiment plus qu'on ne parle des termites parce que je considérais que, bon,
c'était un exemple qui était un petit peu bancal, c'est-à-dire que c'était pas comme ça non plus qu'on allait convaincre les Airbus et compagnie, ou Thales ou je ne sais quoi, de faire du biométisme, quoi. C'est du design de bâtiments, c'est de l'architecture, c'est même pas vraiment totalement prouvé. Je voulais plus entendre parler des termites. Bah, figure-toi que un des premiers beaux projets qu'on a clôturé et qui a pris du temps, bah, c'était inspiré des termites. Alors, pas du tout des systèmes de ventilation passive, mais c'était inspiré des termites. Et l'autre jour, je me faisais cette réflexion, je me disais c'était quand même un comble d'avoir été autant critique sur les termites, alors qu'au final, un des plus beaux projets qu'on ait fait, c'est sur ces termites. Alors, je te vois venir, hein, qu'est-ce qu'on a fait Oui. c'est quoi ce projet donc, on a bossé en fait avec NGE, qui est un acteur dans le BTP, Ouais. qui donc c'est un peu comme Eiffage, Vinci et autres, qui nous a demandé de travailler sur les chantiers de terrassement. Les chantiers de terrassement, consiste à en fait stabiliser les sols, Ouais. donc la terre que tu trouves localement, pour faire des fondations et en fait tout simplement aplanir en fait le sol. Donc dessus tu vas couler l'asphalte si tu fais une route ou si tu vas faire je sais pas, une piste cyclable, une aire de parking, un bâtiment, etc. Tu es obligé de passer par là. Et en fait du coup tu vas vouloir stabiliser et agglomérer le sol. Et cette stabilisation de sol se fait principalement au travers de la chaux. La chaux, en fait, c'est un agent qui va lier et agglomérer en fait la terre. Tout à fait. Sauf que le problème de la chaux, c'est que c'est très très gourmand en carbone. Ouais. Concrètement, en fait, une tonne de chaux utilisée égale une tonne de CO2 qui a été émise. Voilà, parce que en fait, ça passe par des procédés industriels très complexes. Hein, il faut faire chauffer des fours, etc. Bon, bref, enfin, je me souviens plus de tous les détails, mais c'est à peu près ça. Et donc, ils nous ont dit, bon, bah, écoutez, nous, c'est notre matériau qu'on utilise historiquement. Mais on aimerait bien essayer d'explorer d'autres voies pour stabiliser le sol. Est-ce que regarder dans la nature, ça peut nous aider? La nature est un chimiste et ingénieur de talent. Pourquoi pas? Donc c'était un projet que nous on qualifie d'exploratoire, hein, c'est des projets à faible maturité scientifique, mais bon ils étaient prêts à prendre ce risque-là, donc on l'a fait. Et donc on s'est lancé dans ce projet-là et à la fin on s'est arrêté sur les termites. Donc effectivement les termites elles savent réguler thermiquement leurs édifices, mais la question qu'il faut se poser avant tout c'est comment est-ce qu'elles fabriquent ces grands édifices. Et ces édifices, hein, il faut imaginer que c'est 6 mètres au-dessus du sol. 20-25 mètres sous le sol. Donc en fait, c'est des réseaux énormes de galeries, d'antichambres, de réseaux internes, etc. Donc en fait, faut voir une construction très, très complexe. Et tout Ouais, tout ça, à fait. ça doit résister à son propre poids. Donc il faut Ouais. qu'il y ait une certaine stabilité ou résistance mécanique. Mais en plus de ça, il faut que ça soit fabriqué très, très rapidement. Hein. La thermite, elle doit faire agglomérer et réagir la terre pour qu'elle se stabilise rapidement et qu'elle agglomère ou qu'elle cristallise en fait d'une certaine manière. Et en plus, il faut qu'il y ait une stabilité chimique. Concrètement, ça doit aussi être isolant face à la chaleur, mais aussi isolant face à l'eau, à l'acidité, à l'agression en fait de l'environnement. Il se trouve que je suis allé voir en fait au Sénégal des termitières récemment et j'en ai touché moi-même. Déjà, j'ai vu la hauteur, hein, le truc il est très très haut. Ouais, c'est une Et pyramide, c'est des engins de guerre. ça te surplombe hein, clairement et tu sais en plus de ça qu'en plus il y en a sous terre. Donc Ouais. c'est assez impressionnant. Et surtout, en fait, tu touches ça, tu as l'impression de toucher de la brique, quoi. C'est ultra, ultra résistant. Tu vois, ça s'effrite pas du tout, c'est pas du tout de la terre. Tu vois, nous, quand on fait un château de sable à la plage, tu mets de l'eau et tout ça c'est fini. Non, Ouais. non, là, pas du tout. C'est méga, c'est méga stable, en fait. Ouais, tout à fait. Et donc, mes ingénieurs, donc là, c'est plutôt les biologistes d'abord, ou les ingénieurs en biotechnologie chez Bioxégie qui font faire ce travail-là, sont intéressés à la salive des termites et plus précisément au mélange enzymatique. Et on a découvert en fait certaines molécules qui permettaient de justement interagir avec les argiles dans les sols et qui permettaient justement aux termites d'utiliser finalement ce ciment naturel ou cet agglomérant naturel qui est leur salive pour venir compacter la terre et la stabiliser. Et donc, on a fait un grand programme avec notre client là-dessus. Donc, on a cherché à comprendre, étudier ce mélange enzymatique de la salive des termites, puis après, évidemment, le synthétiser. Le but, c'est pas de faire une ferme à termites où on va placer des seringues dans leur bouche pour en extraire la salive. Hein. Le but, évidemment, c'est un mélange chimique bio-inspiré, Ouais, tout à fait. synthétisé mais bio-inspiré et écologique.
Et donc, ils ont lancé aujourd'hui les tests. Enfin, on a fait des tests en labo avec eux, etc. Puis après, on a vu des chantiers pilotes. Donc, les premiers essais sont extrêmement concluants. Ça marche, déjà, ça fonctionne. Et en plus de ça, ça a permis de réduire l'empreinte carbone d'environ 70%. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, on a encore du programme, on a encore du temps devant nous, hein, parce que il faut faire des premiers pilotes grandeur nature, des chantiers qui marchent, voir comment ça fonctionne dans le temps, la durabilité de ce système-là. Mais a priori, c'est que les résultats sont quand même extrêmement prometteurs. Et on a même remporté avec notre client le prix des travaux publics 2024 grâce à cette belle technologie. Donc honnêtement, il y a de l'avenir là-dessus. Et du coup, c'est cette anecdote que un de nos plus beaux projets, écologiques qui plus est, provient des fameuses termites que je maudissais au départ. Comme quoi, l'expression de cette eau, je ne la boirai jamais, il ne faut jamais la dire. Exactement. Non, mais Comme quoi. franchement, Comme oui, quoi. tu as raison. Voilà, Mais exactement. tu sais, c'est incroyable ce que tu dis parce que, effectivement, là, tu dis que chaud, hein, c'est de l'oxyde de calcium. C'est très intéressant de voir comment l'humain utilise la technologie pour construire et comment la nature, elle, et finalement la faune et la flore, bon, on fait un focus sur la faune, comment la faune arrive à être en synergie avec la nature pour répondre à son besoin. Et ça, Ouais, alors, je trouve ça assez fascinant. Et en fait, ce que j'allais te dire là-dessus, c'est ce que je trouve fascinant, c'est d'autant plus où nous, on doit apporter à chaque fois un nouvel élément qu'on a transformé, qu'on a modifié. Donc d'ailleurs, ça veut dire que ça va poser des questions de fin de vie. Comment ça va être géré ça en fin de vie? Pour pouvoir modifier quelque chose que un animal va utiliser ce qu'il a, à l'endroit qu'il a, et il va mettre tout en place une stratégie qui va être peut-être pas efficiente, mais du moins optimisée sur aucun déchet, aucun résidu. Tout est dans l'optimisation de la performance d'une certaine manière et y répondre. Et ça, là, on voit qu'en fait, on a deux clivages entre la technologie de l'homme et celle de l'environnement. C'est incroyable, non? oui, oui, effectivement. Alors, je pense qu'il ne faut pas se limiter vraiment à la faune, hein. C'est le Oui, faune biomimétisme, et vraiment, flore, c'est tous les effectivement. règnes voilà, c'est tous les règnes du vivant. D'ailleurs, ça peut être aussi des virus. Ouais, Ça ouais. peut être évidemment les champignons, etc. Donc, on s'intéresse vraiment à l'ensemble des règnes du vivant et l'ensemble des organismes vivants et leur interaction effectivement avec le biotope, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mhm. Alors oui, effectivement, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est la capacité du vivant dans son ensemble à travailler avec des matériaux sur place, à les transformer. Mhm. La fonctionnalité se fait précisément dans généralement les matériaux composites, Oui, tout à la fait. structuration des matériaux. Alors, tout le challenge en fait du biomimétisme, c'est d'être capable de le rendre palpable et de le rendre faisable industriellement. Et là, il y a un peu des courants qui s'opposent un petit peu, encore une fois, et Bioxégie d'ailleurs est au cœur de comment dire, de ces dynamiques-là. Mhm. Quand je me suis intéressé au biomimétisme, et tu l'as compris, je me suis beaucoup posé la question de bon sang, comment ça se fait que c'est pas concret, que c'est pas massif. Bien Et sûr, tu vas voir en bien fait beaucoup sûr. d'entreprises, t'as de nombreuses entreprises qui déjà n'ont jamais entendu parler du biomimétisme, ça c'est sûr. Mais celles qui ont entendu parler du biomimétisme, elles ont beaucoup de mal à s'en saisir correctement. Pour beaucoup, en fait, ça reste finalement un effet de mode, quelque chose de fumeux. Moi, je me souviens que j'avais parlé à un moment donné avec le directeur R&D de Bouygues Construction qui m'avait rétorqué que pour lui, ça restait très fumeux en fait le biomimétisme, ce qui m'avait beaucoup étonné. Et enfin, pas tant que ça, mais je vais revenir après, qui m'avait plutôt heurté. C'est plus ça le terme. En fait, effectivement, tu sens quand même encore que c'est un domaine qui était très balbutiant et qui n'était pas du tout stabilisé. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, effectivement, tu as énormément comment dire, de gens qui vont se saisir de cette question-là et qui vont créer des bouquins, des podcasts, des salons, des groupes de réflexion, etc. Et ceux-là, tu regardes sur LinkedIn, tu les trouves en fait assez rapidement. Mais ces vulgarisateurs, le problème, c'est que c'est pas non plus ceux qui concrétisent le Oui, tout à biométisme, c'est fait. pas ceux non plus qui vont en créer une réalité industrielle. Et moi, c'est Mhm. souvent, au départ, en tout cas, ce que je reprochais à cet écosystème. Il y a des associations, il y a des instituts, il y a des coopératives. Il y a une différence entre sensibiliser et parler du biométisme et derrière ça, en faire réellement.
Et c'est de là qu'est née vraiment l'idée de créer Bioxégie, c'est d'avoir vraiment un vrai expert de cette discipline du biomimétisme. Et donc, en fait, nous, on s'est fixé comme ligne de route de vraiment, à la fin, concevoir des technologies bio-inspirées et les livrer à nos clients. Donc, notre métier, c'est de travailler en fait avec des grands groupes industriels, voire même aussi des PME et des ETI en France, comme partout ailleurs en Europe ou dans le monde. Hein. Et donc, ils vont nous soumettre en fait des challenges technologiques qui sont liés à leur feuille de route R&D ou alors à des problématiques qu'ils ont. Et nous, on va aller regarder ce qui se passe dans le vivant et développer une technologie biomimétique. Souvent, ce dont on se rend compte, c'est que justement la sophistication mise en place dans le vivant, elle peut être que partiellement imitée. On ne peut pas tout imiter. Tu vois, aujourd'hui, si tu prends par exemple une éponge de mer qui est capable de te fabriquer un squelette en verre, donc silice, à pression et à température constante, et d'en faire en fait un matériau composite ultra complexe qui permet de résister à de la compression, au flambement, etc., etc. Tu prends ce genre d'organisme vivant, il ne faut pas s'imaginer de près ou de loin qu'aujourd'hui on soit capable en fait de reproduire ça à l'échelle industrielle. De la même manière, la photosynthèse artificielle, pour l'instant, c'est de la recherche académique en amont. Ce n'est pas encore une réalité industrielle parce que les processus industriels ne sont pas les mêmes, les matériaux, il faut penser à la disponibilité de ces matériaux, les fournisseurs, il faut penser à la certification, il faut penser à la sécurité, il faut penser à tout, en fait, à des verticales industrielles qui sont particulièrement établis et inertiels. Donc en fait, faire du biomimétisme, c'est un peu une logique de petits pas, comme à la Schumann pour l'Europe. On fait des petites victoires, on développe des petites technologies, on a les rêves plein la tête, évidemment, on a quand même de l'audace et de l'ambition, mais il faut rester pragmatique. Et ça, c'est l'approche qui est celle de Bioxégie, c'est l'approche qui est la nôtre, et c'est ce qui fait que le biomimétisme marche, en tout cas avec nous depuis 7 ans, c'est qu'on apporte des preuves concrètes de ce qu'on avance, et on ne confond pas l'idéologie biomimétique, l'idéologie du biomimétisme, qui est réelle et qui est légitime. Qui est réelle et qui est légitime. Je ne remets pas en cause sa légitimité, qui est de dire un jour on arrivera à imiter vraiment tout ce que fait le vivant, y compris dans sa circularité, sa soutenabilité, etc. Ça, c'est clair. C'est, si tu veux, le beacon, la boussole lointaine qui doit être la nôtre, du biomimétisme pragmatique, qui, lui, en fait, c'est la logique de incrémentalement, je fais de mieux en mieux comme le vivant fait, mais j'y vais pas à pas, en fait. Donc voilà un peu la logique qui nous motive, nous, dans notre mission. Ouais, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu veux dire, effectivement, cette notion d'idéologie. Je sais pas si c'est bien le bon mot, mais d'idée, on va dire. Effectivement, comment les vulgarisateurs peuvent s'emparer d'un sujet, le narrer, et effectivement faire toute une mécanique pour essayer de faire passer, de sensibiliser, de faire passer le message au plus grand nombre. Mais derrière, les enjeux industriels, effectivement, il y a énormément de facteurs. Et il dit qu'on va parler d'industrie, on va parler de volume, on va parler de matière, de mobilisation de matériaux. Est-ce qu'on a assez de matériaux sur Terre pour faire une type de technologie? Si effectivement, là, en intro, tu me parlais effectivement de tout ce qui est les métaux pour la transition écologique, que ce soit les terres rares, le lithium, le gallium, tous ces matériaux, même l'or, on trouve dans les téléphones portables, des choses comme ça. Ben, effectivement, ça, c'est des ressources qui sont limitées sur Terre, mais je pense que l'erreur, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, l'erreur que beaucoup de gens font sur le vivant, c'est qu'ils croient que parce que c'est vivant et parce que le vivant peut le synthétiser, le créer, eh ben en fait, c'est illimité. Et moi, Ouais. j'ai un peu de mal à comprendre ça. Non, c'est pas Non, mais illimité. Pour eux, il s'est dimensionné pour eux, mais pas pour le besoin qu'on va vouloir en faire industriellement. Là, exactement. on va repartir comme dans des élevages. Là, tu me parlais d'élevage de termites, mais on va faire quoi? On va élever des termites, on Ouais. va élever En des fait, fourmis, on va. ce qui est clair, c'est qu'en fait, il y a aussi des gens qui confondent le biosourcing du biomimétisme. Voilà. Le biomimétisme, c'est vraiment imiter la nature. De temps en temps, en faisant du biosourcing, tu vois, là, j'ai une équipe qui a travaillé sur de la cellulose pour remplacer du polystyrène. Tu as une autre équipe qui avait travaillé sur du lin, etc. Donc, oui, tu peux faire du biosourcing et faire du biomimétisme en même temps. Mais parfois, tu peux faire du biomimétisme, c'est-à-dire que tu vas imiter un phénomène qui existe dans la nature, mais par contre, tu vas utiliser des alliages ou des plastiques qui sont purement industriels, qui sont déjà disponibles. Mais tu vas imiter ce que fait la nature. Ça ne veut pas pour autant dire que tu fais quelque chose de toxique pour autant, parce que généralement, tu le fais pour réduire le poids, réduire les nuisances sonores. Donc, tu vois, tes intentions, elles sont plus ou moins nobles, mais tu ne vas pas forcément utiliser les mêmes matériaux qu'il y a dans le vivant. C'est vrai que le biomimétisme, il y a quand même il y a l'émerveillement. L'émerveillement, il est de dire la nature,
elle n'a pas un tableau périodique des éléments. La nature, elle utilise l'azote, le carbone, C'est tu ça. vois, Elle compose avec le des carbone, matériaux. l'hydrogène, l'azote, l'oxygène Exactement. et je crois, il me semble, un peu de magnésium parce que c'est celui-là Oui, aussi qui est voilà, le tu vois, plus. Mais c'est c'est tout, un hein? nombre, 5 éléments, hein. c'est ça, c'est un nombre très très restreint en fait d'éléments qui est Ouais. utilisé pour faire un ensemble, un usage extrêmement varié et très performant. L'erreur, je pense, qui est celle de l'humanité, c'est peut-être un péché d'orgueil des ingénieurs et des scientifiques, et du coup aussi après de tous les usagers des technologies, donc de la science dans son ensemble, qui est qu'au fur et à mesure en fait des révolutions industrielles, et notamment avec une accélération, je pense, depuis 100, 150 ans, on a conquis, si tu veux, nos continents, donc nos terres, nos mers, nos cieux, l'espace. Et donc, en fait, il y a eu cette logique de se dire, l'homme s'est affranchi progressivement des limites naturelles. On a appris à gérer en fait les matériaux, etc. Donc c'est presque un peu un péché d'orgueil qui s'est renforcé avec le fait de se dire on est indépendant en fait de la biodiversité. Et donc la biodiversité, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, nous on est là pour la préserver, la mettre sous cloche. Ce qui est déjà louable dans une certaine mesure. Mais la réalité, elle est tout autre. Elle est que, en fait, on n'a pas forcément intérêt à se focaliser sur le fait de mettre la biodiversité sous cloche. Parce que c'est pas comme si la biodiversité, en fait, il fallait la muséifier. Tu vois, c'est pas ça l'idée. La biodiversité, en fait, elle stabilise énormément de choses. Le climat, déjà, on l'oublie souvent, elle stabilise, elle purifie notre eau, elle purifie notre air, elle nous apporte des services écosystémiques, etc. Donc, en fait, non, on est très dépendant de la biodiversité. Et le dernier péché d'orgueil, il n'est pas que sur cette question d'autonomie ou d'indépendance vis-à-vis de la biodiversité, c'est aussi celui de penser que la biodiversité, elle est frugale et de penser que nous, on est extrêmement artificiel et avancé. Ben non, en vrai, la biodiversité, les animaux, les êtres vivants, en tout genre, les végétaux, etc., dont on a parlé, sont sophistiqués. Alors, ils ne le sont pas par déterminisme, tu vois. Est-ce qu'un serpent décide lui-même d'avoir un revêtement anti-friction sur son ventre et sur ses écailles pour arriver à avancer à grande vitesse? Non, c'est des phénomènes d'essai-erreur, enfin d'essai-erreur, c'est même pas peut-être même pas le bon terme, c'est de l'évolution, quoi, c'est de la sélection naturelle. C'est Qui, darwinien. voilà, c'est Voilà, très cette darwinien. mécanique-là, ouais. Ouais, tout à fait. C'est la mécanique du hasard et en fait qui est décrit par de nombreux scientifiques. J'invente rien. Donc en fait, si tu veux, tout ça, ça témoigne d'une sophistication au fur et à mesure du temps. Et là, il y a aussi un péché d'orgueil de croire que tout ça, que tout ce que crée l'homme, une voiture, un véhicule, un pneu, un réacteur, un moteur, enfin peu importe, c'est très sophistiqué, alors qu'en réalité, oui, c'est vrai qu'on peut s'en réjouir et on fait des vrais progrès scientifiques, mais en fait, parfois, il faut aller voir les anciennes recettes et voir si elles sont pas meilleures. Mm. Donc voilà, mais encore une fois, il ne faut pas non plus céder à l'idéologie bio-inspirée complètement pour autant. Tu vois, je me souviens, l'autre jour, je racontais une histoire, si tu veux, d'un injecteur de carburant donc pour les véhicules, pour les voitures, inspiré d'un coléoptère qui s'appelle le scarabée bombardier. Scarabée bombardier, tu sais, qui projette en fait un mélange chimique brûlant pour se protéger de ses assaillants. Par exemple, quand il est attaqué par les fourmilières, il arrive en fait à mélanger le liquide dans son abdomen dans une chambre à réaction. Cette chambre à réaction, elle va faire chauffer, ça va du coup projeter en saccade très importante. On parle de 1000 impulsions secondes, hein, donc c'est ultra saccadé. Ce liquide brûlant qui est très irritant et qui lui permet de se défendre contre des assaillants. Tu vois, tu as une équipe de Suédois qui allait s'inspirer de ce système en fait de saccade de liquide brûlant. Alors, je ne sais plus exactement dans quel détail, on parle là de microfluidique, Mhm. pour développer un nouvel injecteur de carburant. Et ils ont réussi à réduire la consommation de l'ordre de 6 ou 7%, la consommation du véhicule. Parce qu'en gros, le fait d'injecter des micro-gouttelettes de carburant permet d'optimiser le processus du moteur dans son ensemble, hein, plutôt au niveau des cylindres. Et tu vois, tu as quelqu'un du coup de ce domaine du biométisme, un peu des idéologues, qui ont dit ouais, mais en fait, le biométisme ne devrait pas être utile en fait à améliorer le monde automobile. Il devrait être utile à comprendre comment est-ce qu'on dessine la mobilité du futur. Ce à quoi je réponds, bah oui, d'un point de vue théorique, dans 10, 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ce que tu veux, effectivement, on peut s'inspirer de la manière dont les êtres vivants sont mobiles. La plupart des êtres vivants sont mobiles par leurs propres moyens de locomotion et n'utilisent pas le fait de brûler des matériaux pétrosourcés, Mhm. enfin des matières premières pétrosourcées pour bouger. Donc c'est vrai on peut se poser la question de est-ce qu'on a vrai avec l'automobile? Mais en fait, là, dans 5, 10 ans,
ce qui compte là dans les prochaines années, c'est plutôt la consommation du véhicule. Bien Alors certes, sûr. il y a de l'électrification, mais des véhicules à carburant, on en aura à combustion, du coup, on en aura encore. Donc si on peut améliorer de 6% ou 7%, même si c'est marginal, ça n'en demeure pas vrai qu'à l'échelle des millions de véhicules qui circulent sur notre planète, 6 ou 7% de consommation de carburant en moins, c'est déjà ça de gagner pour les équilibres économiques, c'est ça. Mais en plus, cette technologie, elle réduisait les émissions de gaz à effet de serre, des particules. Je crois de l'ordre de 100 fois. C'était énorme comme chiffre. Hmm. Et en fait, tu vois, tu vois là l'opposition Ouais. de mouvement de pensée où tu as celui qui dit, ben non, le futur de la mobilité bio-inspirée, c'est comment est-ce que les animaux ou comment est-ce que les organismes vivants sont mobiles. Et le biotisme très pragmatique et très immédiat qui est de dire, non, mais attends, déjà, on améliore l'injecteur de carburant parce que c'est ce qui est quantifiable sur comment est-ce qu'on a amélioré grâce au biotisme une technologie, tu vois. Et généralement, ces gens qui donnent les grandes leçons d'avenir, ils sont pas capables de faire l'autre. Donc en fait, ils théorisent, mais en attendant, bah, on est toujours sur le statu quo, quoi. Donc voilà, Effectivement, il y ouais. a cette dynamique-là, j'ai dû y faire face quand je me suis lancé dans ce domaine-là, et c'était pas facile. Ouais. Ouais, effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut rompre, casser pour y dire, bah non, on va avancer sereinement. Évidemment C'est qu'il y a ça. des technologies qui, à l'instant T, on en a besoin d'y répondre. Et l'objectif, c'est de répondre à un instant T, et un instant T plus 1, T plus 2, T plus 3. Et Ouais, effectivement, il faut exactement. savoir hiérarchiser ses propriétés pour pouvoir aller vers un futur souhaitable pour nos sociétés et pour la biodiversité. Je voulais Exactement. revenir à une notion, effectivement, et tu l'as bien saisi, cette notion d'anthropocentré. L'humain, effectivement, a cette tendance à vouloir mettre la nature sous cloche parce qu'effectivement, on se sent peut-être. Euh, ouais, on se sent invincible. Je pense, bon, c'est un raccourci, hein, bien sûr, c'est un raccourci, mais on se sent un peu invincible. Et c'est vrai que si la nature ne met pas en place tous ces mécanismes d'économie circulaire, nous, on prône l'économie circulaire, mais on n'y est pas du tout à l'économie circulaire. Même, Exactement. Ouais. de toute façon, même des mécanismes pour dire on va prendre du biosourcé, on fait, on prend du biosourcé et quand on a fini l'utilisation, ben, ce biosourcé peut retourner à la nature. Ben, en fait, tu es Ouais. en train de penser de manière linéaire. En fait, tu es en Ouais. train de dire à la nature, bon, t'inquiète, c'est elle qui fait l'économie circulaire. Moi, j'ai pris, je m'assure que je modifie pas trop le matériau pour qu'elle puisse retourner à la nature. Mais bon, la circularité, la nature, elle sait mieux faire que moi. Et Ouais. donc, du Ouais. coup, tu vois, il y a toutes ces approches-là où peut-être on se ment. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et effectivement, tu as souligné un truc que je suis particulièrement d'accord avec toi là-dessus aussi. C'est cette notion de clivage. J'ai l'impression que les gens clivent et il faut pas qu'on clive. Ça veut dire que là, tu vois, on veut remplacer, par exemple, les technologies des moteurs par de l'électrique. D'accord. Mais ça sous-entend effectivement toute une réindustrialisation derrière, toute une utilisation de terres rares, de lithium. Est-ce qu'on a assez de lithium sur Terre pour électrifier tout un parc électrique mondial ou voire français? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce que on n'a pas la possibilité de développer, et là on est vraiment dans la mécanique automobile, par exemple, là je reprends la mécanique automobile, de développer des moteurs qui consomment moins, comme tu viens de dire. S'ils consomment moins, en fait, effectivement, on va pousser le problème. Les puristes vont me dire, attends Mike, tu dis n'importe quoi, en fait, tu vas en train de reculer le problème, tu recules le problème. Oui, je le recule, mais si au fur et à mesure qu'on recule le problème, les technologies T plus 1, T plus 2, T plus 3 s'affinent de plus en plus et qu'on recule ce problème jusqu'à quasiment à trouver peut-être un moyen de le faire autrement, ou alors revenir à des moteurs à eau. Enfin bref, il y a tellement d'autres technologies qui, alors, peut-être que c'est soumis à l'industrialisation, tu vois, ça veut dire que l'économie, bon, le pétrole, il faut qu'on en vende, les gars. Donc, bon, c'est pas la politique, on milite pas dans Dromia Matériaux. On dit les choses telles qu'elles sont, on milite pas dans Dromia Matériaux, mais effectivement, c'est peut-être des questions comme ça. Bon, quoi qu'il Oui, en oui, soit, je me souviens, je crois on que sait c'était pas trop, quoi. Jean Covici qui disait, je sais plus si c'est lui, mais je crois que c'est lui qui disait qu'en gros, l'idée, c'était que peut-être qu'il fallait qu'on se pose la question aussi de revenir à la deux chevaux, tout simplement. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, quand tu vois parfois certains tanks électriques sur nos routes, tu te dis, bah ouais, ok, on a peut-être électrifié l'usage, mais derrière ça, c'est quand même un tank le truc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une petite deux chevaux qui pèse 10 fois moins, qui est certes à combustion, mais c'est une toute petite voiture, qui prend moins d'espace, moins de surface au sol, etc., etc. Je crois que c'était à peu près ça son propos ou l'idée du propos, mais voilà. Donc, mais bon, ça, écoute, c'est éloigné de notre métier de tous les C'est jours, hein. Nous, ça, notre c'est but, ça. c'est d'améliorer Et ces technologies-là et après. exactement.
On ne peut Et, pas mais changer non plus les grandes programmatiques stratégiques des entreprises avec lesquelles on travaille, en tout cas pas à court terme. ça, c'est clair, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que tu vois, en tant que, dit qu'on parle de matériaux, dit qu'on va parler de développement matériaux ou d'inspiration par n'importe quel secteur, que ça soit du biomimétisme ou alors peut-être du space mimétisme, tu vois, on va s'inspirer d'espace pour quelque chose de différent, tu vois, des trucs comme ça, des Ouais, nouvelles notions, des nouvelles. En fait, il faut toujours coupler le matériau à l'usage qu'on va en faire de ce matériau. ouais, Et, totalement. et ça, c'est quelque chose que j'alerte beaucoup bah, moi, dans mes médias de vulgarisation, que ce soit sur Dromier Matériaux, sur Matérialogist, la newsletter que je fais finalement comme un outil pour les gens qui travaillent dans les matériaux. Eh ben, j'essaye toujours de leur dire, écoutez, c'est bien beau, on développe pas mal de choses, ça c'est OK, mais l'usage, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'a pas besoin finalement de changer notre usage? Ça nous éviterait de développer ce matériau. Et finalement, Ouais, c'est ça aussi une preuve pour moi de respecter la nature, de respecter la matière qui nous entoure, c'est de savoir si on n'est pas dans une surutilisation de la matière parce qu'on veut créer un usage qui n'est pas nécessaire. ouais, Prenons, prenons le gobelet en plastique, par exemple. Le gobelet en plastique existe parce que le plastique existe et que le gobelet, à un moment donné, est devenu un usage, tu vois, ouais, mais on n'en avait ouais, pas besoin. Tu vois, ouais, le plastique, il mérite tellement mieux que ça, quoi. Enfin bref, ouais, ça, c'est des clairement. questions encore. euh, et effectivement, je pense que c'est un truc à coupler et que c'est pas qu'une histoire de dire, bah voilà, on va se bio-inspirer et que la réponse à tout. Comme le recyclage. Le recyclage, tout le monde pense que c'est la réponse à tout, le recyclage. Comme Ouais. quoi, qu'ils ne pensent pas que c'est la dernière chose, en fait. C'est la chose qu'on ne doit pas y arriver. Et si on arrive au recyclage, ça veut dire qu'en fait, t'as pas géré ton matériau. Et qu'à la Oui, fin, bah, tu es en train oui, de pleurer à essayer de trouver un moyen de le récupérer. oui, oui, il y avait un travaux d'éco-conception à la base ou de conception plus C'est ça. intelligente en tout cas. Ouais, C'est clairement. ça. Et surtout, ce que je veux aussi en venir, et là tu l'as très bien dit, c'est ne pas faire cet amalgame de dire, bah voilà, c'est biosourcé, c'est bio-inspiré, bon, bah alors finalement, je peux faire ce que j'en veux, et derrière, Ouais, je rejette dans l'environnement, c'est OK. Bah, tu prends un ouais, mégot de cigarette, c'est de la cellulose que tu as modifié, tu as fait de l'acétate de cellulose, et ben ton acétate de ouais, cellulose, il est issu d'un matériau biosourcé, mais lui, il est pas recyclable, ouais, enfin, clairement. il n'est Ouais, non, bien pas sûr. biodégradable en fin de vie, quoi. Donc, tu vois, il Ouais, y a des totalement. trucs comme ça qu'il faut démystifier, et je pense que ça aussi, ça fait partie du job, de Ouais, démystifier. Mais ça fait tellement du bien d'entendre, de t'entendre dire qu'effectivement, les gars, c'est bien beau de parler, mais bon, à un moment donné, il y a des problèmes à résoudre, quoi. Et là, ouais, nous, si on clairement. les résout, voilà, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, comment ça se passe quand un industriel, il vient, il te dit, bon, écoute, Sydney, c'est chaud là pour moi. Est-ce que tu peux pas m'aider là? Est-ce que t'as pas un petit truc dans le biomimétisme, la bioinspiration dans ton sac là que tu peux m'aider pour mon La projet? plupart du temps, Comment en ça se fait, passe? Tu la vois? plupart du temps, c'est peut-être un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'industriels qui viennent proactivement vers nous D'accord, et qui nous d'accord. disent, écoute, j'ai un problème et je veux comprendre comment la nature y a répondu et du coup, je veux que tu fasses du biomimétisme. C'est pas la réalité de comment ça se passe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les industriels, si tu veux, ils sont omnubilés par l'intelligence artificielle, etc. Ils ont, dans les états-majors des grands groupes, c'est beaucoup de comment j'utilise l'intelligence artificielle et comment je développe grâce à l'intelligence artificielle. Euh, non, aujourd'hui, c'est plutôt Bioxégie, je dirais 9 fois sur 10 facile, qui va en fait proactivement aller voir l'entreprise et vendre l'intérêt du biomimétisme. Donc, tu vois, récemment, j'ai parlé avec une entreprise allemande dans les tronçonneuses. Et en fait, cette entreprise-là, elle n'a pas attendu Bioxégie, tu vois. Enfin, c'est pas du tout ça. Donc, nous, on va proactivement leur dire, voilà, écoutez, on a vu votre métier, on a vu les différents composants que vous avez, on imagine à peu près les problématiques que vous pouvez avoir. Voici pourquoi le biomimétisme, c'est une bonne approche. Et donc, en fait, c'est plus, voilà, 9 fois sur 10, c'est vraiment Bioxégie qui proactivement va aller convaincre un industriel du bien fondé et de l'intérêt du biomimétisme. On doit le prouver. Et ensuite, cet industriel va nous soumettre des premiers défis, établir une relation avec Bioxégie, on va avoir des premiers projets de recherche et développement qui vont plus ou moins bien marcher. Et en fonction, bah, la plupart du temps bien, parce que sinon on n'en serait pas là où on en est. Et en fait, en fonction de ces résultats-là, à un moment donné, il y a un réflexe qui arrive. Et ce réflexe, il est celui que tu décris, où l'inverse commence à se passer, où là, ils prennent le réflexe de dire, OK, bon, bah là, j'aimerais consulter la nature. Concrètement, j'aimerais consulter Bioxégie pour voir ce que la nature peut m'apporter. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le biomimétisme en fait? Soit on peut être complètement disruptif. Être complètement disruptif, c'est je veux penser, tiens, je veux penser ma chaussure de demain, ma chaussure de running de demain, qui
absorbe mieux évidemment les vibrations, mais je veux complètement repenser la manière dont on pense à une chaussure. Donc, on peut être dans du très disruptif, du très créatif, de l'idéatif, en fait. Ça, on sait faire. Le biomimétisme, il peut aussi être utile pour faire de l'incrémental. L'incrémental, c'est, OK, écoute, moi, je suis fabricant d'un train. J'ai déjà des mousses d'isolation qui me permettent d'isoler du bruit à l'extérieur. Mais si je peux gagner 10 ou 15% en capacité d'absorber des vibrations en proche, donc on parle de NVH, Noise Vibration Harshness. Donc si j'arrive à améliorer de 10 ou 15%, ou si j'arrive à réduire de 1 décibel, tu ne repenses pas l'entièreté du système, tu vas le revoir à la marge, tu ajoutes des choses un petit peu différentes, bio-inspirées, tu crées de l'amélioration, l'aérodynamisme, l'acoustique, la légèreté des matériaux, tout ça, enfin des structures surtout, ça c'est des choses où on fait du biomimétisme incrémental. Donc on utilise la nature pour augmenter une performance. Ou d'ailleurs, réduire un impact énergétique, une consommation, etc. C'est pas que d'ailleurs sur la performance. Et après, tu as aussi du problem solving. Et le problem solving, c'est, écoute, j'ai une problématique ultra importante, j'ai jamais réussi à y répondre, je veux voir le biomimétisme pour y répondre. Tu vois, tu as des gens qui nous disent, bah écoutez, nous on a testé 10 différents types de coatings, donc des revêtements pour résister à de la corrosion. On n'a rien trouvé d'efficace. Là, notre dernier recours, c'est d'aller voir dans la nature comment ça se passe. Ce qui ne devrait pas être le dernier recours, mais tu peux faire du problem solving avec le biomimétisme aussi. Et donc, il faut vraiment imaginer que c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est Bioxégie qui va provoquer l'intérêt. Et ensuite, au fur et à mesure, les industriels vont se lâcher et nous soumettre de plus en plus de défis. Et tant mieux, parce que c'est comme ça que nous, on crée déjà des résultats et aussi des relations en fait, avec nos partenaires qui durent pendant des années. C'est super intéressant ce que tu viens de me dire, que c'est toi qui provoque et qu'effectivement, le client potentiel pense à la bio-inspiration ou au biomimétisme au dernier recours. Et effectivement, et c'est justement dit que tu dis non, ça ne devrait pas l'être. Et ça, oui. Franchement, ça m'interpelle, tu vois. Mais quand on a fait nos preuves, vraiment, quand on a fait nos preuves, et c'est la bonne nouvelle, les industriels, ils n'y pensent pas en dernier recours. Aujourd'hui, moi, j'ai des grandes directions R&D de clients avec lesquels on travaille depuis longtemps. Comme on a fait nos preuves, à un moment donné, c'est en mode, je vais directement aller voir le Bioxégie, tu vois. Et quand on se lance dans une relation, au départ, c'est plus en mode, bon, allez, c'est vrai que cette notion de biomimétisme, c'est quand même intéressant. Je vois le carnet de clients, le portefeuille client, pardon, de Bioxégie. Donc, finalement, je pense que cette entreprise est quand même assez crédible parce que sinon, elle ne travaillerait pas avec toutes ces entreprises. Donc, ça m'intéresse quand même bien. Et je vais peut-être mettre le biomimétisme en concurrence avec la manière conventionnelle dont on développe une technologie et je vais voir ce qui va le mieux marcher. Mais quand on a fait nos preuves et qu'on a des relations avec certains, ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'on travaille avec ces entreprises-là, au bout d'un certain temps, ces entreprises, elles sont déjà convaincues et en fait, elles font appel à nous de manière régulière avant même de penser à autre chose. Tiens, faites-nous une copie bio-inspirée de cette technologie, de ce concept, de ce produit, etc. Tu vois. Donc, il y a un réflexe un peu plus automatique qui se met en place. Et dans cette approche-là, quand on va te dire, par exemple, faites-nous une copie bio-inspirée, est-ce que tu pars des matériaux de base? Est-ce que tu vas, enfin, de leurs matériaux de base, tu dis, bah écoutez, en fait, on va utiliser les mêmes matériaux, sauf agencés d'une manière différente. Et là, je te fais gagner du temps, je te fais gagner de l'argent, je te fais économiser des. Alors, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Là, tu cites une des façons dont on s'y prend. La réalité, c'est qu'en fait, ils vont nous présenter leur enjeu général. Parfois, l'enjeu général, c'est ce qu'on entend comme, par exemple, on veut réduire le coût, ou on veut réduire l'empreinte carbone, ou on veut être plus compétitif que notre concurrent, pardon. Tu vois. Donc, ils nous soumettent l'enjeu général, puis après, ils nous soumettent le défi technique. Le défi technique, c'est qu'ils disent, OK, mon composant, il doit répondre à A, B, C, D, voici comment il fonctionne. Voici les contraintes. Les contraintes, ils vont dire, parfois c'est des contraintes, c'est aussi le coût. Parfois c'est l'industrialisation ou la faisabilité industrielle. Parfois ça va être des normes, les normes REACH, les régulations européennes, des normes sécuritaires liées à certains tu prends l'aéronautique, à certaines industries, etc. Donc en fait, ils vont nous sortir les contraintes et après ils nous disent, voilà, vous en concluez votre aire de jeu. Et notre marge de manœuvre, c'est l'aire de jeu avec laquelle on va fonctionner. Et donc en fonction de ça, tu as certains partenaires qui nous disent, écoutez, nous, on utilise ce type de matériaux, ce type d'alliage, ce type de polymère, etc. Honnêtement, vous pouvez réutiliser les mêmes tant que vous nous réduisez le poids, mais on n'est pas fermé à ce que vous utilisez d'autres matériaux. Tu en as d'autres qui vont dire, non, écoutez, là, on prend trop de risques.
Nous, on veut que vous réutilisez exactement les mêmes matériaux. On a déjà nos fournisseurs, déjà nos négociations avec les fournisseurs, etc. Déjà nos chaînes d'assemblage, on ne pourra pas utiliser d'autres matériaux. Réduisez-nous juste le poids de ce composant. Okay, et donc là, la marge de manœuvre, elle est plus faible. Donc en fait, ça dépend vraiment de la configuration et de la discussion qu'on va établir en fait avec notre partenaire. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est plus on fait nos preuves, plus il nous donne de la marge de manœuvre. Effectivement, c'est un... c'est un serpent qui se mord la queue, voilà, sans expression. Une expression bio-inspirée du vivant, c'est un serpent qui se mord la queue. Mais non, pas tant que ça, je pense. Il aurait mal en plus. Non, mais quoi qu'il en soit, non, c'est vrai que c'est super intéressant comme approche. Et du coup, généralement, c'est une question que je pose, mais tu m'as déjà répondu. La question que j'allais te poser, c'est si toi, en tant que chef d'entreprise et en tant que professionnel, tu crois à ta solution, donc ça, c'est sûr, là, tu m'as prouvé que tu y crois. Mais je vais la poser maintenant à toi, Sydney. Toi, en tant qu'être humain, seul, tu n'es plus le dirigeant. Est-ce que tu crois à ces solutions-là? Est-ce que tu es assez... Ouais, au biomimétisme. Et est-ce que si quelqu'un, par exemple, un Sydney Bis qui vient t'en parler, dit, ah, Sydney, c'est super cool. Tu vois, j'ai une entreprise qui fait du biomimétisme à la bioinspiration pour renouveler des nouvelles technologies et réinventer le futur de demain. Toi, comment tu reçois cette information-là? Est-ce que tu y crois? Je l'aperçois. Là, c'est difficile de parler de manière non biaisée parce qu'en fait, j'en connais tellement sur biomimétisme que forcément, j'ai un degré de conviction assez important. D'où ma question. Je vais plutôt te tourner ma réponse d'une certaine manière que tu vas comprendre. Je comprends la méfiance et le scepticisme de mes clients, ou de mes prospects plutôt. Pas de mes clients, mais de mes prospects. Pourquoi je comprends leur scepticisme? Parce que c'est vrai que quand tu as fait 20 ans d'ingénierie, par exemple, aérospatiale, quand tu as une start-up qui vient te dire, viens, on va aller s'inspirer de tel ou tel papillon, telle ou telle libellule, il y a de quoi effectivement accueillir ça avec du scepticisme. Parce que tu ne comprends pas comment quelque chose que tu as fait depuis 20 ans, 30 ans, avec toutes les mêmes équipes R&D, etc., peut d'un jour au lendemain, avec une équipe de jeunes qui s'inspire d'une libellule, ça paraît farfelu. Il y a un côté farfelu au biomimétisme. Donc moi, je comprends le scepticisme. Et par ailleurs, si je creuse un petit peu, forcément, je vais toujours voir les mêmes success stories. Donc, je me pose aussi la question. Tu vois, je me dis, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est pas fumeux? Donc, si tu veux, moi, je comprends le scepticisme de mes partenaires. Donc, à la fin, pour te répondre, oui, évidemment que je vais douter un petit peu et que je vais tout de suite essayer de dire, ouais, mais attends, nous, on a des problèmes de volume. Oui, mais attends, nous, effectivement, la nature, elle fait ça dans les abysses d'un océan, mais nous, on est là avec les mêmes machines industrielles, etc. Ou moi, j'ai mes patrons qui me mettent la pression pour que ça rentre dans telle ou telle gamme de centimes au centime près, si tu prends par exemple de l'automobile ou autre. Donc, il y a la méfiance et elle est normale. Et en fait, tout va dépendre du degré de conviction. Et c'est là où, en fait, toute l'expertise, l'expérience d'une entreprise comme Bioxégique prend sens. C'est que nous, on accompagne toujours notre discours d'éléments de conviction. Je te dis pas n'importe quoi. Voici quoi je m'adresse à toi, industriel de la cosmétique. Je te dis A, B, C, D. Voici les success stories. Voici ce qu'on peut mettre en place, les axes qu'on peut travailler ensemble. Voici pourquoi la nature, elle est utile sur tel ou tel type de défi, etc. Donc, il y a vraiment ce travail de conviction. Si ce travail de conviction, il est fait, alors la dernière barrière, elle est celle de l'audace et de la prise de risque. Et se dire, OK, bon, ils m'ont plus ou moins convaincu. Maintenant, il faut que j'investisse 50 ou 100 000 euros ou 150 000 euros. OK, là, ça va être un peu difficile. Tu vois. Donc, voilà un peu ma réponse. Moi, j'y crois fondamentalement au biomimétisme. Mais je pense, et c'est pour ça que je continue à être entrepreneur là-dedans, je pense que ça va continuer plus précisément, plus largement, même les Nature-Based Solutions, les NBS, les solutions inspirées sur la nature, sur le vivant. J'y crois. Et finalement, j'y crois tout autant que, tu vois, l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des soubresauts, il va y avoir des polémiques, il va y avoir des complexités. Ça ne va pas être utile et omniscient partout tout de suite, mais c'est une lame de fond. Et d'ailleurs, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ultra intéressant. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai entendu, certains de mes clients m'en parler, où parfois, tu vois, ils font, pour la conception par exemple, d'un matériau composite, commencent à tester, en fait, des logiciels IA ultra spécialisés, tu vois, qui vont calculer pendant des heures et des heures et des heures et te trouver le meilleur échangeur de chaleur avec tel ou tel composite ou structuration de matière, par exemple pour de la convection, de la conduction, de l'émission dans les infrarouges, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que l'IA, au bout de ces dizaines de milliers de calculs ou millions de calculs, elle est venue sur une solution qui était très proche de celle qui a déjà été utilisée par tel organisme vivant. Et en fait, tu te dis, l'IA, effectivement, avec ces millions de calculs, elle rattrape finalement les 3,8 milliards d'années de recherche et de développement spontané de phénomènes de sélection dans le vivant. Et c'est pour ça que je crois aussi à la nature, au biomimétisme, c'est que le biomimétisme, on voit que finalement, même les outils les plus puissants
du monde industriel humain, à savoir l'intelligence artificielle, finalement, crée parfois des résultats qui sont très proches en fait de ce qu'on aurait pu faire juste allant s'inspirer de la nature, tu vois. Mais j'ai une Donc, question. J'ai une ouais, question, Cindy. Comment tu te sources? En fait, comment tu arrives à te sourcer? ouais, Est-ce que c'est des veilles et des veilles, des heures et des heures de lecture d'articles scientifiques c'est ça. ou- En fait, donc du coup, quand tu fais du biomimétisme, tu dois faire plusieurs choses. Tu dois déjà, d'une part, effectivement, trouver le modèle biologique, ce qu'on appelle, nous, un SBR, un système biologique de référence. Hmm. Ce système biologique, en fait, c'est quoi? Il provient en fait des dizaines de milliers ou centaines de milliers de chercheurs à travers le monde qui sont des biologistes, qui sont là pour décrire le vivant. Quelqu'un qui est spécialiste des araignées décrit une araignée. Hein. Il ne va pas faire du biomimétisme, c'est pas vrai. Il est juste là pour décrire les araignées. Il est payé pour ça. La plupart du temps, c'est des chercheurs publics. Et c'est des gens qui ont telle ou telle forêt au Guatemala. Ils ont fait ça toute leur vie. Donc ces gens-là, ils publient c'est des publications scientifiques qui vont décrire des phénomènes et qui vont dire, bah voilà, telle araignée sur ses soies, elle a telle ou telle capacité sur ses soies à fabriquer de telle ou telle manière la soie d'araignée. La soie d'araignée, on a fait des calculs en laboratoire, on se rend compte qu'elle est flexible à tant et tant de pourcents, extensible à tant et tant de pourcents, etc. Donc tu vois, ils vont décrire les caractéristiques du matériau et ils y vont dans les détails. Bon. Ces publications, il faut les connaître, il faut les sourcer, etc., etc. Donc nous, on a effectivement, au fur et à mesure des 7-8 dernières années, on a établi une très très grande base de données, mais surtout une base de données hiérarchisée, écrémée de la bonne manière, pour qu'effectivement on ait les bons éléments qui nous permettent de répondre, enfin d'avoir les bons modèles biologiques. Il y en a certains sur lesquels on a créé des boulevards. Aujourd'hui, tu viens me dire, voilà, moi, je veux réduire l'abrasion sur un matériau. En fait, on sait déjà exactement quel modèle biologique aller chercher. Ça ne nous empêche pas de faire des investigations complémentaires à la main. On utilise beaucoup aussi de NLP, Natural Language Processing. Donc, on utilise aussi des algorithmes qui vont nous permettre de trouver très, très, très rapidement des publications scientifiques avec des mots-clés spécifiques ou des alliages de mots-clés, enfin des alliances de mots-clés, etc., qui nous permettent de trouver en fait rapidement des modèles biologiques. Donc, on se base à la fois sur notre base de données historiques et sur des recherches en fait extrêmement ciblées. Et après, il y a aussi du travail à la mano, donc de l'analyse, de la recherche, de l'interprétation, des travaux de diagnostic en fait par notre équipe scientifique, qui permet aussi de creuser un petit peu plus, de s'informer, etc., etc. Ensuite, il y a des chercheurs et il y a des scientifiques au travers du monde qui ont aussi en fait émis des hypothèses de bioinspiration. Donc, tu sais, ils font le début du travail en recherche fondamentale. Tout à fait. On parle de TRL1, TRL2, Ouais, tout à TRL3, fait. où ils font des premières transpositions. Et donc, en fait, on va aussi se baser sur ces bases de données-là. Et pour finir, j'ouvre autre chose, c'est qu'aujourd'hui, Bioxygie est en train de développer une IA bio-inspirée. Donc, en fait, un système qui va trouver de plus en plus rapidement en fait, les modèles biologiques de manière automatisée et plus rapide. J'allais Donc te ça, poser c'est la dans les... question. En fait, j'allais Ouais, te poser des questions si tu n'avais pas entraîné une base de données ou que tu n'avais pas ouais, on récupéré est une en base train de données de... pour entraîner une IA qu'en tapant deux, trois mots-clés, il te sort tout et elle te fait la veille complètement de tous ces articles Exactement. scientifiques pour te faire gagner Exactement. du temps. Et après, On aller est en train de... chercher à la Ouais, main, s'il y a besoin de relire l'article à la main pour un petit point bien précis, allez le voir. J'allais te poser la exactement. question. On est en train de développer ça. Et alors, évidemment, nos clients, ils nous disent toujours la même chose, c'est que eux, un outil statistique, entre guillemets, qui vient leur sortir qui vient leur vomir de la veille, etc., leur fait pas gagner du temps, c'est pas intéressant. Ce qui intéresse nos clients, c'est de dire, OK, j'ai une problématique donnée, trouve-moi la solution. Et donc, en fonction de la capacité de l'IA qu'on va développer, même tu prends les IA aujourd'hui, même les plus puissantes IA de conception, elles savent pas encore faire de la conception pure jus, tu vois. Ça reste des lignes de texte, en fait, une IA. Donc, aujourd'hui, créer un modèle, faire de la modélisation, etc., c'est pas encore facile. Et donc, en fait, nous-mêmes, on est en train de réfléchir un peu à l'avenir que ça pourra prendre et la manière dont ça pourra fonctionner. Pas juste faire de la veille, mais aussi commencer à faire de la conception. Nos ingénieurs font de la conception, mais c'est pas encore automatisé, donc on se pose ces questions-là. Si oui, quel lien en fait entre nos ingénieurs et l'IA? Tu vois, c'est des Ouais, je programmes, comprends. des projets entrepreneuriaux qu'on a en tête. On pourra s'en reparler si tu veux dans 2 ans. Ouais, ouais. Là, le projet est encore dans les bacs, mais il avance bien et c'est très prometteur pour l'instant les Mm. résultats. Mm. C'est intéressant, effectivement. Mais après, la seule difficulté, enfin, ou le problème que je soulève quand on questionne pour avoir une réponse, c'est qu'en fait, on s'enferme déjà dans un biais de confirmation à savoir qu'on veut cette réponse. Et le but, c'est aussi d'avoir, tu sais, d'aller chercher des choses qui viennent Alors, vers toi sans que tu y aies réfléchi. Et c'est ça qui fait émerger à un moment donné une idée, dit oui, mince, j'aurais dû aller par là. exactement, mais ça dépend pas de nous. Enfin, ça dépend moins de nous qu'on ne le pense. Mm. Quand on fait appel à un partenaire, quand on travaille avec un partenaire, tu as des Mhm. partenaires qui, de manière très ouverte, vont nous dire, écoutez, moi,
je suis ouvert à toute proposition. Je pose la problématique de la façon A, mais si tu veux poser la problématique de la façon B ou la façon C, discutons-en. Ouais. Toi, BioXJ. Donc, en fait, ils vont faire ce travail d'humilité aussi, de dire, c'est vrai que nous, on a toujours posé la problématique avec un découpage fonctionnel très particulier, mais la réalité, c'est qu'en fait, on pourrait le faire d'une autre manière, tu vois. Et ils vont nous laisser la liberté de poser le problème autrement ou de formuler le problème autrement. Ce qui est une des bases. Avant de résoudre un problème, tu dois correctement le formuler. Et ils vont avoir plus ou moins de liberté, d'espace, de créativité pour nous donner en fait cette marge de manœuvre-là. Ça, c'est évident. Après, maintenant, tu as des industriels, des clients, encore une fois, surtout quand c'est les premières investitions, ils te formulent un cahier des charges très précis et tu dois y répondre point barre. Et tu n'as pas le choix, en fait. Voilà. Donc ça fait partie aussi des réalités du terrain et de la différence de relations que tu vas avoir et que tu vas établir avec ton partenaire. Notre but dans l'IA qu'on est en train de développer, c'est de développer une IA qui a cette capacité aussi d'accompagner la formulation de la problématique telle que mes ingénieurs le font eux. Tu vois, on passe du temps en fait à d'abord formuler la problématique avant de se lancer pieds joints sur la réponse. Bah, c'est intéressant, c'est super intéressant. C'est super intéressant. J'ai tellement de questions à te poser. Ah bah vas-y, J'ai tellement de questions à te poser, mais on va faire un autre épisode, ça c'est sûr, ça. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que effectivement, c'est super important de bien formuler toutes ces réponses, toutes ces questions, je vais y arriver, toutes ces questions, parce que finalement, c'est 95% du travail, parce qu'en se posant les bonnes questions, on répond aux bons enjeux. Et ça, effectivement. 95, t'es peut-être très. Je suis très optimiste. Ça, c'est normal. C'est de nature. C'est de nature chez moi. Je pense que la réalité, elle est plutôt de dire. Enfin, moi, comme je le perçois, c'est plutôt de dire les gens pensent que poser la problématique ou formuler la problématique, c'est 10-15% du travail, alors qu'en réalité, c'en est peut-être 40%, tu vois. Ah, tu vois, je suis plus généreux que toi. 95, ça me paraît, parce que je le vois, tu vois, c'est que parfois on pose correctement la problématique et derrière on met quand même plus de travail dans la conception, la réponse, etc. Parce que t'as toujours, quand tu bosses ta problématique, tu vas effectivement avoir toujours un facteur externe qui va arriver à un moment précis que tu n'as pas anticipé et que forcément à ce moment-là précis, tu vas vouloir y répondre. Et exactement. effectivement, donc, écoute, m'en veux pas, c'est mon côté généreux. M'en veux pas, c'est mon côté généreux. Non, mais c'est juste incroyable. Il y a une question à te poser et la question c'est, à tes débuts, comment tu as pu te lancer en fait? Comment tu as pu te lancer? Parce que tu n'avais pas forcément toute cette veille, tu n'avais pas forcément tout ce bagage que tu as à l'heure actuelle. Comment tu t'es lancé? Quelle audace t'avais fait? C'est une question qu'on me pose souvent. Et même moi, avec des années de recul, j'ai encore du mal à t'expliquer exactement l'alignement des planètes précis qui s'est passé pour que j'en arrive là où j'en suis avec mon équipe. En fait, au départ, quand je me suis lancé dans le biométisme, ma volonté, c'était juste... Donc moi, je me suis dit, en fait, ce que je vais être au départ, c'est je vais être consultant en biométisme. Et consultant en biométisme, le but, c'était d'aller voir les directions R&D, le top management des départements R&D, de faire un travail de sensibilisation appliqué, c'est-à-dire de dire, OK, vous avez tel ou tel type de problématique, le biomimétisme dans l'éveil, les recherches et les travaux que j'ai peut vous aider de telle ou telle manière. Voici les laboratoires, voici les universités avec lesquelles vous pouvez bosser là-dessus. Donc le but, c'était plutôt d'être un consultant stratégique en biomimétisme, si tu veux. Mais je voulais démarrer avec ça parce que je n'avais pas d'autres moyens, en fait. C'était mes seules capacités. Et en fait, je me souviens des premiers clients que j'ai eus, où je vendais en fait des workshops et des travaux de consultant, quoi. Hein. C'était vraiment comme ça. Je me vendais à l'heure ou au jour. Tu as eu un gars, je me souviens, c'était le directeur du centre de recherche d'une entreprise dans l'automobile qui s'appelle Arémon, qui était notre premier client historique, qui à la fin du projet, à la fin de cette journée de consultation, quoi, m'a dit, écoute, je suis bien convaincu par ce que tu m'as raconté. Je trouve ça assez incroyable, le biomimétisme. Mais concrètement, là maintenant, on fait quoi? En fait, c'est quoi la suite? Et là, j'étais bien embêté parce qu'en fait, je me dis, je lui ai conseillé d'aller voir telle ou telle université qui est spécialisée dans tel type de principes mécatroniques, etc., parce qu'on travaille sur un sujet mécatronique. Et en fait, lui, il m'a dit, mais tu voudrais pas continuer à m'accompagner là-dessus? Et là, en fait, je me suis dit, en fait, je peux pas me limiter à juste être un consultant en biométisme. Il faut que je sois un vrai bureau d'ingénierie, un bureau d'études, un bureau de conception en biométisme.
Et donc de là est très rapidement arrivé le switch en fait à se dire ok, BioXJ, ce ne sera pas le consultant du biométis, ce sera l'expert du biométis, c'est-à-dire l'entreprise qui arrive à concevoir des technologies bio-inspirées. Et donc là, c'est progressivement transformer en fait ou opérer une transformation de BioXJ sur des années. C'est-à-dire qu'en fait, au début, moi, je me suis entouré d'ingénieurs freelance, des jeunes comme moi qui étaient prêts à vendre un peu de leur temps pour faire de la conception. Donc au final, BioXJ, c'était moi en unipersonnel et je faisais appel à des ingénieurs freelance et puis on travaillait des projets ensemble. Sur le biomimétisme évidemment. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à recruter mes premiers stagiaires. Les stagiaires, ils sortaient des grandes écoles d'ingénieurs, donc ils faisaient aussi un peu du travail de conception ou autre. Puis après, j'ai recruté mes premiers CDI, et mes premiers CDI, ils avaient certains moyens du bord, notre base de données, au fur et à mesure, elle se développait, etc. Et en fait, tout ça, c'est des péripéties successives, un peu en dents de scie progressive, mais avec quand même une courbe ascendante, qui a fait qu'on a de plus en plus accumulé des expertises, des expériences et surtout recruter des personnes qui soient capables en fait de faire ce travail-là. Et en fait, même la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne sera pas la même que celle qu'on a dans un an. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a des moyens de prototypage rapide. On a évidemment tous les packs de modélisation, simulation. On sait faire de la chimie, on sait faire de l'acoustique, de l'optique, de la mécanique des structures, évidemment de l'aéro-hydrodynamisme, on sait faire plein de choses, on sait aussi faire de l'algorithmique bio-inspiré, donc on fait énormément de choses, mais tu vois, au fur et à mesure, on accumule en fait de l'expérience et on continue à se développer. Donc en fait, je me suis lancé d'une manière très frugale, mais après finalement, entre BioXJ telle qu'elle est aujourd'hui et le moment où je me suis lancé, finalement, c'est un peu des paliers successifs de développement qui ont été atteints. Il n'y a pas eu de déclic en fait qui a fait changer du jour au lendemain l'entreprise. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. C'est très bien. C'est très bien de fonctionner par étapes et d'avoir cette mécanique de savoir rebondir. Finalement, c'est une mécanique d'essai-erreur, mais en fonction de rebond simultané qui permet de construire une histoire, construire un parcours et construire finalement, je te l'espère, un empire. Je te l'espère. On verra pour l'Empire, c'est pas la logique. Moi, je veux une boîte qui fonctionne bien. Il fonctionne dans plein de pays et qui travaille sur plein d'industries. C'est ça mon but. T'as vu comme quoi je suis gentil? Je t'ai lancé le mot empire pour que tu te rattrapes, pour que tu me sors tout ça. Tu me dis, non, c'est une boîte. Non, c'est trop cool. Écoute, il n'y a pas cette logique de voilà. Après, ça reste une entreprise, donc en gros, on va aussi concurrencer. Évidemment. Et c'est là où finalement naît la productivité, naît effectivement un retour d'expérience, effectivement le challenge et ainsi de suite. Et de toute façon, je pense que c'est un bon signe. Plus des gens iront vers ce que tu fais, plus ça montre qu'il y a vraiment eu un tournant qui a été marqué dans l'industrie de l'homme, qui a choisi de faire vraiment les choses différemment. Après, il faut peut-être qu'un jour, tu te muteras plutôt comme un garde-fou en disant, non, tout le monde va partir en live pour pouvoir faire du biométisme à bio-inspiration et qu'il va tout flinguer les ressources de la planète et te dire, attends, les gars, on se calme. En fait, déjà aujourd'hui, tu sais, à certains égards, on agit aussi comme garde-fou, tu vois. Moi, je ménage pas mes critiques face aux... Et parfois, je me mouille aussi, c'est pas toujours facile de faire, face aux marchands de biomimétisme. Et les marchands de biomimétisme, c'est les fameux conférenciers, sensibilisateurs, etc., qui vendent beaucoup de choses, mais surtout pas grand-chose, si tu veux, en France, et qui décrédibilisent aussi notre domaine. Et ceux-là, c'est toujours les mêmes. Il y a des chasses gardées très importantes. Ils se complaisent dans le fait de vendre des conférences ou des TEDx enfin les TEDx ils les vendent pas, mais de vendre des conférences ou des workshops ou des choses comme ça. Ils se complaisent là-dedans et moi je suis très critique aussi là-dessus à dire non, pour que notre domaine du biométisme s'envole, il faut de la crédibilité, quoi. Arrêtez de parler si vous n'êtes pas connaisseur techniquement ou scientifiquement de votre domaine. Il faut arrêter de faire que de l'idéologie, tu vois. Donc là, moi j'ai déjà l'impression de jouer un rôle de comment dire, de garde-fou, de garde-fou dans ce domaine-là. Ok, ouais, super. Ouais, effectivement, c'est une question qui est légitime effectivement à se poser et à se dire comment on se positionne et c'est vrai que c'est pas forcément les bonnes, je veux dire les gens qui ont les solutions qui sont mis forcément en avant en premier. Ouais. C'est un peu. J'ai l'impression que on a du bon marketing. On a du bon marketing. Bon, ça c'est cool, c'est chouette. Ça c'est chouette. Écoute, moi, je vois vraiment le parcours que tu as construit, que je trouve juste incroyable, et notamment cette façon de voir la matière
et d'essayer de voir comment la bioinspiration, comment le biomimétisme, comment le concret, en mettant le mot concret dans tout ça, constitue une nouvelle technologie, un nouveau matériau qui répond à un besoin. Alors, je comprends qu'effectivement, il faut qu'il réponde à un besoin à l'instant T, il faut qu'il réponde à un besoin à l'instant T plus un T plus 2. Je sais que j'ai l'intime conviction qu'effectivement, toi aussi, si tu sens que on te demande de développer, ça ni queue ni tête, je sais que maintenant, je connais la personne, je sais que tu vas leur dire, les gars, c'est pas chez moi qu'il faut signer. Mais si tu devais faire une rétrospective de tout ton parcours, Ouais. en quelques mots, quelle est ta rétrospective et derrière, quelle perspective tu voudrais avoir pour toi, toi, Sydney, pas ton entreprise, toi, Sydney, en tant que personne. Alors, la rétrospective, je pense que c'est celle d'un grand curieux des technologies, qui s'est pris de passion pour le domaine du biomimétisme et qui s'est vraiment intéressé très rapidement là, qui a eu assez de courage et peut-être un soupçon d'inconscience pour se lancer là-dedans. Pour qui ça a bien marché, mais qui a aussi mis les efforts, qui a mis le travail. Hein. Je suis quand même un gros bosseur et je mets beaucoup d'applications à la tâche. La rétrospective, c'est aussi que ça s'est construit avec une équipe. J'ai eu de la chance de fédérer et de pouvoir aussi motiver des gens de talent qui viennent des meilleures écoles d'ingénieurs en France. Très clairement aussi, cette aventure, elle a été rendue possible en France parce qu'on a les bons ingénieurs et les bonnes connaissances scientifiques pour faire ce travail-là. Et une entreprise qui accélère bien depuis quelques années, qui fonctionne bien. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut parler d'une certaine réussite économique. C'est pas les startups au sens classique French Tech du terme, tu vois, c'est des startups, on n'a pas des croissances à 200-300%, mais on a quand même des croissances à double chiffre. C'est une entreprise rentable et c'est une belle aventure. Et moi, en fait, au quotidien, je vis ma passion, une passion d'entrepreneur. Et en fait, je surkiffe ce qu'on fait, tu vois. Je trouve que c'est passionnant. Ouais. Je vis aussi, du coup, mon appétit pour les sciences et les technologies au travers et avec mes ingénieurs. Donc, cette rétrospective, finalement, elle est plutôt bien. J'ai fait pas mal d'erreurs au fur et à mesure de ces 8 dernières années. Mais honnêtement, je pense qu'on a quand même fait des belles réussites, parfois provoquées, parfois par de la chance, parfois c'était de la sérendipité. Et au final, on s'en sort quand même super bien. Ce que je souhaite pour moi-même en tant que personne, c'est que déjà, j'ai beaucoup sacrifié dans cette aventure entrepreneuriale. Et je pense que j'ai sacrifié socialement, j'ai sacrifié du temps. Voilà, le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui est dur, on s'en rend pas assez compte. C'est un métier qui peut être très ingrat dans certains moments. J'ai vécu évidemment beaucoup de moments de bonheur, mais j'ai beaucoup sacrifié aussi. Et donc, en fait, je sais que je vais encore sacrifier pendant certaines années. Mon entreprise n'est pas encore totalement autonome et fonctionne pas encore totalement. Il y a encore beaucoup d'accompagnement de mes salariés à faire. Tu vois, il y a certains trucs sur lesquels ils sont pas encore autonomes et ils savent pas encore fonctionner parce qu'ils sont très jeunes, etc. Donc, il y a encore beaucoup de sacrifices à mener dans les prochaines années. Mais ce que je me souhaite dans l'avenir, à pas trop long terme, c'est de pouvoir prendre un petit peu plus de repos, avoir un peu plus une vie avec un meilleur équilibre travail vie perso, qui s'accompagne du fait de fonder une famille ou de monter une famille et puis voilà. Mais je continuerai par contre à être un amoureux du travail et de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je me souhaite de continuer à bosser chez Bioxégie et pour Bioxégie et avoir plein de nouveaux projets dans les années à venir. Et notamment grâce à cette entreprise qui fonctionne bien. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, ça répond complètement à ma question et je me retrouve dans chaque mot que tu as dit. Hein. C'est des choses que je partage et que je vis également et je vis la même chose Ouais. que toi à ce moment précis où on enregistre la vidéo. Ouais. Donc, du coup, je suis bien placé pour te comprendre. Souvent, Et je me dis que j'aimerais bien me lancer dans des nouvelles passions qui ont rien à voir avec Bioxégie, tu vois, ou avec l'entrepreneuriat. Genre, en gros, il y a une certaine époque, je faisais de la guitare, j'ai dû complètement abandonner parce que j'avais pas le temps de faire de la guitare. ouais. Heureusement, je peux continuer le sport, je peux continuer certaines choses que j'aimais bien déjà faire, mais c'est très très compliqué d'avoir une passion en parallèle ou plusieurs passions en parallèle ou des hobbies. Quand tu es entrepreneur, c'est Ah, complexe. ça, Et c'est clair. je me souhaite en fait d'en reprendre quelques-uns dans les années à venir. Voilà, j'ai encore un certain effort à fournir avant d'y parvenir. Bah, du coup, c'est une super transition pour te dire bah, quels sont tes conseils pour les générations suivantes, les plus jeunes ou les plus expérimentés? Dis-nous tout. Les entrepreneurs, tu veux dire?
Tout confondu. Euh, Si tu veux, tu peux séquencer. Tu dis les entrepreneurs, je leur souhaite ça, et les autres. Alors, Petite bouteille à la mer. je vais plutôt me concentrer sur. Enfin, non, tu sais quoi? D'abord, je vais commencer de manière générale et ensuite, je vais préciser avec les entrepreneurs. De manière générale, je pense qu'en gros, le défaut de nos sociétés qui sont extrêmement formalisées, quand je parle de sociétés formalisées, c'est qu'en fait, quand tu es étudiant aujourd'hui, quand tu es jeune, bah, tu as besoin du fameux parcours professionnel, tu as besoin de fameux diplômes, d'aller à des career days, donc des journées carrière, des recrutements, des processus de recrutement. Tout ça, c'est extrêmement standardisé, c'est très formalisé. On voit qu'effectivement, il y a des sentiers qui sont déjà tout tracés. Et c'est très compliqué. Et quand on est jeune et qu'on se pose plein de questions, on se demande si il faut avoir l'audace d'aller regarder ailleurs, de tester autre chose, etc., etc. La réalité, c'est que je pense qu'on prend pas assez de recul et que moi, ça m'a fait du bien. Tu sais, il y a des vidéos sur Internet. Parfois, en fait, tu prends des gens qui sont au bout de leur vie, à 80 ans, 90 ans, 100 ans, 70 ans, ou des gens qui commencent à la retraite, qui ont une vie professionnelle derrière, tu vois, 65 ans, etc. Et tu as des vidéos inspirantes, qu'elles soient anglaises, françaises ou peu importe, où en fait, ces gens te demandent, OK, c'est quoi les 10 grands conseils que tu aurais à toi-même quand tu étais plus jeune ou aux plus jeunes personnes. Et ces gens-là, en fait, invariablement, ils te répondent que à la fin de la fin, tu as des choses qui t'ont paru être ultra importantes quand tu commençais ou quand tu débutais professionnellement ou que tu débutais dans la vie de manière générale et qui sont beaucoup plus relativisables au bout d'un certain temps. Et donc, en fait, moi, j'ai une technique, c'est que, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive et que je trouve qui est très difficile, qui me pèse beaucoup, personnellement ou professionnellement, je me fais l'avocat du diable et je me dis, OK, je me mets à la place de ces gens, ces vieux-là, que j'ai eu dans des vidéos. Et je me dis, s'il devait relativiser, il relativiserait comment? Qu'est-ce qu'il dirait? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont particulièrement futiles, toi, t'en fais tout un beans, tu vois, t'en fais tout un plat Mmh, là actuellement, mmh, alors qu'en réalité, dans 40 ans ou dans 50 ans, ça te paraîtra avoir été une futilité ou mmh, d'avoir été quelque chose qui aurait pu être relativisé ou vu d'une autre manière ou sous un autre angle, sous un autre prisme. mmh. Et, et parmi ces choses-là, je pense qu'il y a effectivement ceux des parcours professionnels et des orientations professionnelles. Et tu as beaucoup de gens qui se censurent ou qui se restreignent à tort sur les orientations qu'ils vont prendre dans leur vie parce qu'ils en font effectivement tout un plat ou parce qu'ils pensent qu'ils n'en sont pas capables, alors qu'en réalité, si. Et moi, du coup, et là, je me base plutôt sur la partie entrepreneuriale, mais c'est valable aussi dans certains contextes pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Mais en fait, je me suis dit à un moment donné, tu vois, c'était vertigineux de se lancer à 24 ans, parce que j'ai lancé cette boîte à 24 ans, de se dire, en fait, à côté de ça, moi, j'ai une carrière toute promise dans l'automobile où je vais avoir un bon salaire, des bonnes conditions, un bon comité d'entreprise, etc., etc. Et cetera. Et en fait, tu vis la pression sociale. Tu vis celle de tes parents, celle de ton école et tout, qui disent, mais quand tu as fait une grande école de commerce avec une prépa, tu es censé prétendre à un salaire qui vaut tant et tant. Tu es Mmh, censé avoir telle ou telle couverture mmh, sociale. Tu es censé avoir fait telle ou telle chose à tel âge, etc., etc. Et en fait, là-dedans, moi, je me suis posé cette question à un moment donné de me dire, mais en fait, j'ai la vingtaine et ma vie, elle m'appartient. Si je fais pas la chose maintenant à 20 ans, quand est-ce que je le ferai plus tard? Tu as des gens qui se posent la question, qui disent, oui, il faut d'abord que j'accumule de l'expérience avant d'entreprendre, etc., etc. Moi, je pense que c'est une réflexion qui est particulièrement dangereuse. C'est du Je la bullshit, ouais. comprends, mais Mmh, qui est particulièrement mmh, dangereuse. mmh, Parfois, c'est plus une excuse qu'une vraie justification. mmh, Et des gens qui vont temporiser, et à un moment donné, c'est trop tard parce que tu t'es habitué au confort de la vie, habitué au confort du CDI, habitué à plein de conforts et t'es plus prêt à les sacrifier en fait. mmh, Donc en gros, il y avait vraiment cette logique quand j'avais 20 ans de me dire, ben, en fait, je pouvais tout simplement risquer plein de choses, j'avais pas grand chose à perdre et qu'à la fin à la fin de la fin, je sais que moi-même, au crépuscule de ma vie, et ben je me dirais, ben oui, en fait, ça a été la décision importante que j'ai prise quand j'avais 20 ans, c'est avoir été capable de prendre le bon risque à un bon moment. Tu mmh, vois. Et tout le mmh. reste, en fait, est relativisable. Tous les sacrifices que j'ai faits, les sacrifices sur du salaire, etc., ce qui est vrai, hein, je les ai faits, il faut encaisser, il faut avoir de la résilience. Mais tout ça, à l'échelle d'une vie, ça reste finalement très négligeable. Et par rapport Exactement. à tout le bonheur que ça m'aura apporté par ailleurs. Donc voilà, je pense que ça, c'est le conseil que je donnerais à ceux qui nous écoutent. Bah, super inspirant, Ciné. Franchement, ça me parle. Ça me parle, je vis la même chose que toi, donc ça me parle, forcément.
Et si je devais reformuler, ben, en fait, je reformulerais rien, je garderais la même chose, je dirais, ah, tiens, Ouais. tiens, Il y prends a, ça pour il y toi. a peut-être deux petits autres trucs auxquels je pense là comme ça Ouais. spontanément. Premier truc, une fois j'avais vu ça sur un frigo, c'est Mhm, une sorte de page qui était accrochée avec un aimant comme ça mhm, sur un frigo. mhm. Je sais plus où c'était, ça devait être le papa d'un pote ou quelque chose comme ça qui avait dessiné des cercles d'influence. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on se concentre beaucoup à polémiquer et à débattre sur des choses qui échappent à notre influence. Oui, tout à fait. Tout Et, à fait. Tout à et en fait. fait, moi, je me rends compte que c'est des choses qui rendent malheureux. Quand Oui. tu essayes quand t'essayes de solutionner des choses qui échappent totalement à ton influence et où ton seul moyen, à la limite, c'est de voter ou peut-être de sensibiliser des gens, etc., en fait, ça te rend malheureux et ça te fait perdre du temps et ça te rend de mauvaise humeur. Mhm. Je comprends qu'il y ait des gens qui veulent polémiquer sur les grandes affaires de ce monde, les grandes problématiques géopolitiques, etc. Et c'est normal de s'y intéresser en tant que citoyen du monde, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut pas oublier que c'est une histoire de priorisation de où tu dépenses ton temps. Et en fait, souvent, tu te rends compte que tu es plus heureux et que tu dépenses plus de temps ou que tu as intérêt à plus dépenser dans le temps dans le plus petit cercle, qui ne sont pas les grandes affaires de ce monde, qui sont les affaires immédiates, mais où tu as une influence. Tes proches, tes amis, ton quartier, ton entreprise, Mhm. tes collègues et Mhm. les projets sur lesquels tu travailles. Et moi, en Mhm. fait, c'est un peu une logique qui est devenue de plus en plus prégnante dans mon quotidien. C'est sur quoi je peux avoir réellement de l'influence et où je dépense mon temps. Mhm. Tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en gros, je m'en porte mieux professionnellement, personnellement, d'avoir de l'impact et effectivement de mettre les efforts, non pas sur le fait de polémiquer, on aime beaucoup polémiquer, débattre en France, critiquer, mais en fait sur des choses qui sont parfois beaucoup plus immédiates et sur lesquels je vais avoir un vrai impact. J'ai ce petit retour d'avoir vu, tu vois, parfois tu arroses et tu prends soin d'une plante. Quand tu vois que Mhm. la plante, elle se sent bien, tu as un retour de gratification. Bien Ben voilà, c'est sûr. la même chose, c'est le même principe. Donc je pense que ça c'est important. Et le dernier conseil que moi je donnerais, c'est de passer le moins de temps possible sur les réseaux sociaux. Moi, j'en suis aussi victime. Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, je passe trop de temps sur les écrans, etc. Et je pense que ça, c'est en train de voler l'attention de générations entières, la mienne comme surtout C'est celle qui clair. arrive. C'est Et je clair. pense que ça nous pollue énormément l'esprit, ça nous rend malheureux. C'est même polémiqué aujourd'hui. Tu vois vraiment les réseaux sociaux et tu vois aussi les médias en fait qui surfent sur ces réseaux sociaux, les médias traditionnels comme les nouveaux médias. C'est beaucoup beaucoup de polémiques, beaucoup 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 de polémiques, de clickbait. Tu vois, ils vont nous sortir Hmm. des titres très polémiques, donc ils essayent d'aspirer toute notre Oui, attention. tout à Euh, fait. Tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur, tu te couches, tu es de mauvaise humeur, tu es toujours avec des écrans, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Et honnêtement, bah, peut-être que, enfin, qui suis-je pour donner conseil? Parce que moi-même, j'en suis victime, mais je pense que depuis que j'ai mis en place certains garde-fous personnels sur le fait de passer moins de temps sur les écrans et de pouvoir aussi passer plus de temps à lire, à me balader, etc., enfin, ça va mieux aussi. Et Oui, je tout pense à que ça, fait. moi, étant parisien, à Paris, c'est très compliqué. Tu as moins d'espace vert, tu as des apartis et tout, tu passes plus de temps sur les écrans. J'en ai été victime pendant très longtemps et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Voilà, ça n'a rien à voir avec Non, non, l'entrepreneuriat. non, au contraire, Sidney. Moi, je pense que ça a tout à voir parce que c'est exactement ce pourquoi j'ai créé Cosmos Materia. J'ai créé Ouais, Cosmos Materia pour rendre une science plus humaine et plus inclusive. Plus humaine ouais, et plus inclusive, c'est pas forcément de faire des réseaux sociaux, les vidéos à la mode, être sur TikTok, mettre en place des trucs à attrape influence parce que je vais être plus humain et plus inclusif. Le plus humain et plus inclusif, c'est de donner aux gens le temps de lire des choses, le temps de d'imaginer, de avoir leur mm, propre imagination, le temps d'écouter l'expérience des autres pour s'enrichir mutuellement. Ça, ouais, c'est ça pour moi être plus humain et plus inclusif. C'est pas ouais, sortir la dernière vidéo du moment. Non, ouais, non. Ça c'est mon opinion. Voilà, ça c'est ouais, l'opinion, c'est totalement. l'opinion que je défends avec Cosmos Materia. Et notamment, là, j'ai sorti un nouveau format qui est complémentaire à Dromien Matériaux, qui s'appelle la Minute Matériaux, où en fait, en 4-5 minutes, je discute à la cool. C'est un format qui est exclusivement audio pour écouter pendant qu'on fait son sport ou pendant qu'on est à la cool, tranquille, en train de marcher. On écoute un petit format, une capsule, ce que j'appelle une capsule, sur un matériau ou un objet et on regarde ensemble son étymologie, d'où il vient, quels sont les matériaux qui sont inspirés de cet objet ou comment l'objet est construit à partir d'un matériau. Et ça, c'était quelque chose, on m'a beaucoup conseillé, on m'a dit, Mike, tu devrais faire des vidéos, des machins.
Et je suis resté, je t'assure, Sydney, je suis resté là, dans ce bureau, assis presque facilement 2 heures à me dire, qu'est-ce que je devrais faire? Ouais. Jusqu'à qu'à un moment donné, je me reconnecte à moi et je me dis, attends, 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 mec, tu arrêtes tout de suite. C'est quoi ton postulat? C'est ça. OK. T'es en accord avec ça ou pas? Oui ou non? Hop, non, je suis pas en accord avec de faire des vidéos de ce format-là. D'accord. Le podcast, ça te parle? Oui. Pourquoi? OK. Parce que je veux que les Mm. gens prennent du temps. Voilà. Et Mm. je veux que les gens ont vraiment un recul sur le fait de susciter l'imagination. Et moi, je vais les Ouais. aider à susciter l'imagination. Et là, à ce moment-là, Ouais. on est arrivé à ce format. Donc non, non, je comprends très bien et ça me parle vraiment et je suis extrêmement content en fait d'avoir mené ces discussions avec toi parce que je vois qu'on a beaucoup de similitudes et c'est un réel plaisir. Tu vas pas échapper, Sydney, à la fameuse question que je pose à chacun de mes invités qui vient ici dans Drôme et Matériaux. Ok. Alors, bah, fameuse, j'étais pas au courant. Donc là, bon, tu vas me prendre par surprise totale. Ah, mais tu n'es pas un auditeur de Drôme et Matériaux. Bah, j'ai pas entendu les questions ouvertes, non. Donc, vas-y, dis-moi. Alors t'inquiète pas, il n'y a pas trop de secrets. Sydney, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Oh, waouh. Ok. Euh, Écoute, je vais utiliser plutôt la carte matériaux composites. Tu as le droit, tu as le droit. Parce que justement, c'est quelque chose qui est très présent dans le vivant. C'est la notion de matériaux composites. Et le matériau de composite que moi j'aime beaucoup, c'est la nacre. Oui. C'est un exemple qu'on utilise beaucoup en fait chez Bioxégie. La nacre, en fait, c'est le matériau composite des ormeaux. Ça se trouve principalement hein, sur des carapaces, en fait, donc des Mhm, coquilles plutôt, pardon. mhm, mhm, Et en fait, pourquoi j'aime beaucoup ce matériau? Parce que en fait, c'est une sorte de millefeuille composé à la fois d'aragonite et de collagène. Donc des biopolymères, hein, tout simplement. Donc il faut imaginer une matrice, donc il y a ces espèces de couches en millefeuille d'aragonite dure qui sont plongées dans une matrice souple collagène. Et pourquoi c'est ultra intéressant? Parce que ça permet à la fois de résister aux impacts, donc ça a la capacité en fait de résister à la perforation, hein, c'est un matériau qui est très tenace. Il évite la propagation des fissures. mhm. Il permet un certain degré de liberté quand même. Et on a découvert récemment avec notre équipe qui, de manière détournée, il permettait aussi de limiter la corrosion parce qu'il est très difficile pour les électrons de se déplacer dans ce matériau-là. D'accord, très Donc, isolant. c'est ultra intéressant et c'est un très bon modèle. Donc, si je devais être un matériau, je pense que je serais de ce matériau-là parce qu'il est méga robuste. Il a la peau dure, c'est le cas de le dire, et en même temps, il se permet une certaine flexibilité, mais juste assez. Ah bah super, nickel, effectivement. Bah pour ceux qui effectivement la nacre en fait c'est une matière dure et blanche en fait Ouais. avec un reflet un peu irisé et Et qui en plus, tapisse c'est beau, ouais, voilà. effectivement et qui tapisse finalement l'intérieur des coquilles finalement des certains mollusques. Voilà, c'est ça en fait la nacre. Exactement, c'est Et ça. franchement c'est incroyable. Bah, ouais, bah écoute, tu te définis comme un matériau super intéressant quand même. Ouais, ouais. Mais disons que de manière générale, je pense que l'ouverture, elle est sur le fait de faire des matériaux composites. Et je trouve que c'est ça qui est super intéressant dans le vivant. Ouais. Donc voilà, on pourrait ouvrir là-dessus, quoi. Non, mais c'est super intéressant, effectivement, la notion. En fait, le vivant fait beaucoup de matériaux composites, ce qui est Ouais, n'allons pas plus loin, le bois. Voilà. N'allons pas plus loin, le bois. Et cette faculté qu'il a à faire des matériaux composites et finalement à gérer tous ces matériaux composites. Tu sais très bien que nous, dans la science et la technologie de l'homme, le composite est l'ennemi du recyclage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un polymatériau et on n'a pas un ouais, monomatériau. Mais là, le c'est ça, vivant qui ouais, crée ouais. un polymatériau qui est lui-même gérable dans toutes les facettes que tu souhaites, c'est encore une belle leçon d'humilité, je pense. Oui, et puis parce que aussi, en fait, nous, on sait faire des polymatériaux, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas les désassembler. Tu Ouais, vois, on tout à va fait. utiliser par exemple des adhésifs, et une fois que l'adhésif il est utilisé, tu sais plus de désassembler des parties principales où les processus coûtent cher, ils sont longs, etc., etc. Donc en fait, il y a aussi cette capacité ouais, de détérioration dans le temps des matériaux composites du vivant, hein. Il y a la biodégradation, etc. Bon, on n'y a pas encore. Mais voilà, je trouve que c'est passionnant les matériaux composites. Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite ouverture. Bah, t'as bien raison. T'as bien raison, effectivement, pour citer un des invités qui est passé dans Dromia Matériaux, qui est le docteur Sylvain Caillol. Il parlait en fait de la polymérisation des matériaux et il disait qu'effectivement c'est très intéressant. Il disait que à l'heure actuelle, avant, pas à l'heure actuelle, avant, on voulait polymériser
chercher à faire des chaînes les plus longues possibles. Maintenant, on est plutôt dans l'aspect de dépolymériser, essayer de Ouais, revenir au monomère de ces polymères. Donc, ça résonne complètement avec avec l'approche que tu viens de dire. Écoute, ouais. si on doit te suivre, alors je sais que tu viens de me dire que les réseaux sociaux, c'est pas ouf, mais si on doit te suivre, sur quel réseau social es-tu le plus actif C'est pour que là, les gens, les réseaux sociaux, c'est comme l'alcool ou c'est comme le sucre ou quoi que ce soit, c'est avec modération, c'est avec aussi simple que modération et ça. parcimonie, on est bien Voilà. d'accord. Euh, Principalement sur LinkedIn. Principalement D'accord. sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, je publie pratiquement 4 fois par semaine sur des belles histoires en fait de la nature et des inspirations. Donc c'est Sydney Rostand, hein, mon profil. Et j'ai aussi une petite chaîne Instagram, Sydney Rostand, où là c'est plus un format sous forme de reels, etc. Mais je réutilise à peu près les mêmes choses. Donc je suis présent sur les deux. Mais le principal c'est vraiment LinkedIn, qui est une petite fierté parce que ça marche bien. J'ai une petite communauté et tout, donc il y a pas mal de gens qui me suivent là-dessus. Donc ça c'est cool. Et puis voilà. Bah, super. Super, t'inquiète pas, moi aussi, je like tes posts. Ouais, Je suis là. Bon, super, merci. Merci, Sydney. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet merci à toi pour entretien. Je vais l'invitation. passer un peu en mode robot là rapidement pour juste remercier finalement tous les auditeurs d'avoir écouté ou regardé si vous êtes sur YouTube cet entretien avec Sydney. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout commenter, n'hésitez pas. Sydney et moi, on aura un plaisir de vous répondre dans l'espace commentaire. Si vous êtes plutôt audio, ce que personnellement j'affectionne, l'audio, d'être tranquille à la cool et l'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Ça, c'est super important, les plateformes d'écoute, pour nous faire remonter, en fait, comme dans les algorithmes. Hein. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donnez plus de force, en fait. Donnez plus de force à des personnes, à des femmes et des hommes derrière cette technologie, cette science. Et c'est ce que Dromi Matériaux prône en tant que tel. N'hésitez pas à regarder l'ensemble des médias du label Cosmos Materia, donc le label que j'ai construit, notamment Materiologist si vous êtes plutôt newsletter, et également bah voilà la minute matériaux, cette capsule de curiosité proposée par Cosmos Materia si vous voulez voilà prendre 4 minutes à apprendre un nouveau matériau et finalement par exemple qu'est-ce que c'est le mot polymère, hein, poly et méros. Vous pouvez le voir dans la nouvelle capsule, c'est quoi un polymère. Et sur ce, bah, c'est un superbe épisode et je vais demander à Sydney s'il a un mot de la fin pour clôturer cet entretien ensemble. Ah, sur le mot de la fin, je vous conseille d'aller regarder un documentaire Arte qui est Ouais, génial, qui s'appelle L'homme, une espèce à part, avec un point d'interrogation. Et je trouve que ce documentaire, il est génial, il dure 40 minutes et il permet justement de faire tout ce travail d'humilité sur les prouesses de la biodiversité et du vivant en général et le travail, voilà, le travail, la prise de recul nécessaire qu'on doit faire nous en tant qu'humanité vis-à-vis du reste de la biodiversité. super, super. Bah, écoute, merci Merci. beaucoup Sydney d'avoir pris ce temps avec moi et je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent dans Drôme et Matériaux, votre podcast finalement de l'exploration humaine des matériaux de la science. Vous avez vu, hein, on a eu vraiment un parcours incroyable aujourd'hui. Merci à tous les amis et à la prochaine. Salut.